Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode où je suis accompagné. Je vous fais de moins en moins d'épisodes où je suis tout seul parce que j'ai plein de gens intéressants à inviter. Et aujourd'hui, j'accueille mon pote Anaël Aubry. Anaël, merci de prendre le temps de discuter avec moi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ceux qui sont des habitués de transfert, ils te connaissent, mais peut-être qu'il y a des gens dans notre audience qui ne te connaissent pas. Ouais, bah ça serait normal qu'on ne connaisse pas forcément, surtout dans ton audience à toi, je pense. Merci à toi, merci à vous, les gars. Ça fait plaisir. On s'est connus 2019, si je dis pas de bêtises, je crois, Hmm, 2019 ou 2018, 2019, je 2018, dirais. 2018, 18, 10, 2018. Hmm. ok, 18, 19 alors, non? Bon, bref, c'est pas très 18-19, c'est ça. important. C'est ça. Yes, on s'est connus via transfert, donc je pense qu'on en reparlera sur la formation de prépa physique que vous aviez fait à l'époque. Donc ça, vous avez bien évolué, bien grandi, et ça, c'est grave cool pour nous quand on gère une formation de voir ça. Attends, mais je reviens là-dessus, c'est même 2017. Hein. Putain, c'est si vieux que Ouais, ça. 2017-2018, ouais, parce qu'après, c'est Covid, tout ça. Donc, ouais, non, c'était bien Ah avant ouais, ça. bien Hein. vu, bien vu. Hmm. Solène Bodard, toute la famille. Exactement, exactement. Maman, si tu nous écoutes. Non, écoute, me présenter, j'ai essayé de faire le plus bref. Ça peut toujours être un peu long, comme j'ai plein de casquettes. Je vais commencer par la base, plutôt une formation dans l'entraînement, dans la prépa physique à la base. J'ai mal tourné. Ensuite, j'ai bifurqué sur une casquette plus de scientifique, on va dire, où je suis parti à l'INSEP avec Yann Lemer et Christophe Oziertz comme directeur de thèse. Une thèse qui était financée par la FF3, le triathlon, auprès des équipes de France de triathlon. Donc, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, pas forcément. Et où là-bas, j'avais, si tu veux, une double casquette, à la fois de la recherche pour nos sportifs qui vont au jeu et les accompagner en stage, à l'entraînement, en stage, enfin, je me répète, mais bon, bref, les accompagner sur le terrain sur des questions spécifiques, hein, de la nutrition, de la récup, de la chaleur, de l'altitude, ce que tu veux. Voilà, j'ai bifurqué ensuite plutôt dans le privé, après les Jeux de Rio. Donc, j'ai fait 2012 à 2016 à l'INSEP, pardon. Je suis parti dans le tennis. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est croisés. J'étais chez Mouratoglou. Donc, pour ceux qui ne parlent pas, c'était le coach historique de Serena. C'est souvent comme ça que les gens le remettent. Mais avant tout, une énorme académie. En gros, c'est l'INSEP un peu du tennis, mais dans le privé. Donc, il y a de quoi bien s'amuser. Et c'est la période où j'arrive, moi, auprès de Transfert, une formation qu'on avait montée avec Christophe, Yann, Aurélien. Donc, je sais que tu as interviewé Aurélien il n'y a pas longtemps, donc je pense que ça parlera aux gens. Où je coordonne une formation qui, à l'époque, s'appelait Préparation physique, récupération et nutrition. Donc, je crois que tout est dans le titre. Un plaisir, un kiff qu'on s'était fait entre tous les potes, hein, finalement, où l'idée, c'était de cibler tous les sujets qui nous paraissent importants dans la performance, quel que soit le niveau de performance ou le type de performance, et d'avoir, je crois, un peu comme vous, cette vision à 360 degrés où voilà, c'est pas juste de la force ou pas juste de l'endurance, c'est aussi d'autres sujets. Puis on a mis un expert en face de chaque sujet. Bon, il s'avère que c'était toujours des potes, donc ça, c'était cool aussi. Donc voilà, la formation existe toujours, elle marche plutôt pas mal. Et puis, si on reste dans le sport, si tu veux, j'ai complètement délaissé la recherche, on va dire, labo, même si au quotidien, je lis toujours des articles, même si je contacte des collègues, etc. Je suis plus que sur le terrain au niveau du sport. Plutôt post-Rio jusqu'à récemment, on va appeler ça conseiller scientifique, sport scientist, tu l'appelles comme tu veux. Où finalement, je suis là pour les accompagner sur le terrain, à distance, etc. Donc après, je suis parti à mes premiers amours, on va dire ça, dans le vélo pro, qui est mon sport d'origine. Ouais, j'ai eu différents contacts dans le vélo, donc j'ai quitté l'académie parce que pas possible de tout faire. Voilà. Et puis ça a commencé le 1er novembre dernier, donc novembre 2021.
J'étais contacté par Pierre-Ambroise Boss, que je pense beaucoup connaissent, champion du monde d'athlée, pour réentraîner, même si pas que, évidemment, avec mon profil. Donc, pour plein de raisons, j'y ai été. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, je remets les mains dans le cambouis en co-entraînant avec Alain Ligné, qui est le coach qui l'entraînait quand il était champion du monde. Donc, c'est une belle aventure, parce que pour le coup, c'est vraiment une aventure. Beaucoup de choses qui se construisent autour de lui. Et puis, écoute, pour finir, je crois que l'une de mes autres casquettes, un petit peu comme Aurélien, ou d'autres que tu as eu ou que tu auras, j'imagine, c'est la passion de vulgariser, de faire de la pédagogie euh, pour des gens pour qui ça peut être important ou intéressant. Donc, important ou intéressant, forcément, avec mes sportifs de haut niveau, mes entraîneurs, ça va de source, mais ça m'éclate aussi de le faire pour monsieur tout le monde. Donc, même si pour l'instant, à l'inverse de vous, je suis plutôt à l'ancienne, c'est des articles écrits majoritairement. Voilà, c'est des choses qui me bottent. Et puis, il y aura peut-être des petites évolutions qui s'annoncent là-dessus aussi. Voilà, je crois que j'ai déjà été beaucoup trop long. Non, pas du tout. Tu nous as fait un petit résumé, c'est bien, ça va me permettre de poser des questions justement. Si je repars à la base, tu nous as dit que toi tu faisais du cyclisme, du coup c'est ton Ouais. sport de départ, on va dire. De départ, non. Je pense comme beaucoup en France, quand ils sont petits. Mon sport de départ, alors ça va peut-être te faire sourire, je sais pas. Ma sœur a été danseuse étoile. Et du coup, j'ai fait Ça, comme ma ça- sœur pour commencer. Donc, Pas j'ai du fait de la tout. danse, alors que maintenant, je suis un très piètre danseur. Sachez Euh, que ceux qui écoutent, Simon a fait du patinage artistique. Donc voilà, c'est pas vous allez mal peut-être aussi. être. Ouais, ça, Il était quand peut-être décollant quand, aussi. quand il a dû mettre un collant, il a arrêté pour le rugby, je crois. Ouais, C'est sa bah, c'est un peu pareil, justification. j'ai arrêté pour le foot. L'anecdote, c'est que ma passion, c'était le foot, comme beaucoup de gamins, je pense. Je jouais H24 au foot, un cours de récré foot tout le temps. Et je n'osais pas demander à mes parents de me mettre au foot parce que je ne sais pas pourquoi, ça me faisait peur de leur dire que je ne voulais plus faire comme ma sœur, alors que je m'amusais quand même à la danse. Et du coup, en CM2, j'ai fait des tests pour un centre de préformation avec tous mes potes et je suis le seul à avoir été pris, donc c'était drôle. Donc, il a fallu que je l'annonce à mes parents qui étaient contents finalement. Donc j'ai fait ça toutes les années collège dans l'Est de la France. Tu avais différents centres de préformation qui ensuite envoyés sur les gros clubs qu'on connaît en Ligue 1, en Ligue 2. Et je me suis pas mal blessé à la fin. Donc surtout que mon profil de joueur, c'était plutôt bien d'être vu en match. Donc ça m'a saoulé de voir tous mes potes se barrer à Nancy, à Metz, etc. Donc je me suis dit c'est soit le vélo, soit la course à pied parce que j'avais des qualités pour ça. Je faisais toujours les France de cross, etc. Et du coup, ça a été le vélo juste par connaissance de mon père. Et pendant pas mal d'années ensuite, ça a été le vélo comment dire ça? On va dire ça à haut niveau chez les jeunes, parce que moi, je n'appelle pas le haut niveau, évidemment, avec le parcours que j'ai maintenant. Je me suis bien rendu compte que avoir des sélections chez les jeunes, ça ne veut pas forcément dire que tu as. Voilà, je t'ai cloué, Simon. Thomas, pardon. Ça a juste Tu me lagué un tout captes petit peu. très. Ça arrive des fois. Ça a coupé quand tu étais en train de dire que le haut niveau chez les jeunes n'est pas vraiment le haut niveau que tu connais maintenant, mais je comprends bien ce que tu veux dire à ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu roules toujours ou plus du tout? Bon, j'ai bifurqué encore ensuite quand ça s'est pas concrétisé à plus haut niveau en vélo. Bah, j'ai mis mes deux passions ensemble. Donc, je me suis mis au duathlon. Donc là, je pense que ça parle pas à tout le monde. Course à pied, vélo, course à pied, qui est un dérivé du triathlon. Je faisais les triathlètes l'hiver avant, beaucoup. Ça me permettait de garder un pied dans le haut niveau du duathlon. Je courais en première division où il y a tous les meilleurs étrangers courent en France. Et c'est la période où j'attaque ma thèse, grosso modo. Donc, plus de temps, mais toujours envie de me lancer des défis, de m'éclater et puis de mettre cette routine d'investissement au quotidien dans le sport, même si ça devenait beaucoup plus complexe qu'avant. J'essayais de rentabiliser toutes les petites périodes de temps que Yann ou INSEP me laissaient. Donc, pas souvent, finalement. Et puis les années qui ont suivi, on doit être pas très loin de la période où on s'est connus, Thomas. Plus que la course à pied, parce que pareil, à la fois manque de temps et ça devenait trop contraignant pour moi les compètes, d'aller à l'autre bout de la France tout le week-end, etc. Avec le boulot, pas possible. Donc que course à pied. Pour te dire la réalité, j'ai totalement lâché. Alors le Covid a un peu aidé, mais aussi l'achat de la maison, les travaux, etc. Donc c'est beaucoup plus devenu, on va dire, sport santé. Mais figure-toi que mon club était en galère aux interclubs. Ils m'ont appelé au mois de mars, Annel, il me faut quelqu'un sur 3000.
Donc, je me suis mis à bricoler à la maison dans ma forêt avec mes 2 kettlebells et mon medicine ball. Et puis, j'ai eu la surprise de voir aux interclubs que je n'étais pas terminé. Donc j'y reprends goût et sans trop de contraintes, je recours beaucoup plus. Même si en volume, c'est assez ridicule par rapport aux mecs qui sont en course avec moi. Donc je fais autrement, je réfléchis autrement, j'essaie de me servir des cours qu'on a pu faire ensemble. Donc ouais, je vais refaire des petites compètes pour le fun. C'est cool ça. On va y revenir après, mais c'est pas forcément évident de continuer à s'entraîner quand on a pas mal de responsabilités pro et perso. C'est quelque chose, voilà, les gens vont se reconnaître là-dedans. De toute façon, c'est pas simple et c'est souvent ça qui fait arrêter ou du moins baisser un peu le rythme, baisser un peu le volume, etc. Tout le monde se reconnaîtra là-dedans, c'est sûr. Comment t'en arrives à rentrer à l'INSEP? On a compris que c'était par ton parcours, on va dire académique, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi la vie d'un sport scientist, si je peux dire ça comme ça? Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Si, écoute, nous, on l'appelle comme ça avec Yann, et je pense que c'est vraiment ce qui me définit. C'est simplement qu'en France, ça existe peu ou pas vraiment, à part dans quelques très gros clubs, PSG, Monaco, etc. Mm. Euh, C'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Parce que c'est un truc, j'ai l'impression que ça fait un peu rêver pas mal de kinés, justement, qui ouais. sont pas mal axés recherche scientifique, etc. Et qui ont, voilà, ça les fait un peu dreamer, on va dire. C'est quoi réellement le quotidien de ce staff-là? Bah, avant de te parler du quotidien, je vais déjà répondre à ta première question parce que je pense que c'est important pour les gens qui t'écoutent parce que je pense que c'est aussi tu es beaucoup attaché aux valeurs, au travail, etc. Tu parlais de parcours académique, c'est clairement pas mon parcours académique qui m'est emmené. Euh, pour te la refaire vite, moi j'étais à la fac à Dijon à la base pour tout ce qui était prépa physique parce qu'à l'époque c'était the place to be. Donc master, DU là-bas. Pas de réseaux sociaux à l'époque, c'était les prémices de Facebook. Donc très peu de choses sur Internet, formation en recherche euh, bidon à l'époque pour moi. Mais j'avais des propositions de thèse quand même à la fac de Dijon. J'avais fini ma genre de promo et donc ça nous ouvrait à des propositions. Mais ça me cassait les pieds parce que c'était sur le handicap, sur le vieillissement, enfin pas du tout ma came. Euh, Moi, ce qui m'anime depuis que je suis ado, c'est la haute performance, même si ça évolue avec le temps. Donc je cherche et je découvre une vidéo d'Yann Lemer. Donc je pense que ça va parler à quasiment tous tes auditeurs, au moins ces infographies, j'imagine. C'est surtout comme ça que ça fait connaître du grand public sport. Enfin, en tout Très cas, des bonnes gens qui bossent infographies dans le d'ailleurs. sport. Comment? Très bonnes infographies d'ailleurs. Carrément. Je sais pas s'il continue là-dessus. J'ai pas l'impression. Il Si? continue, il Ok, continue. Il je le lâche pas vois moins, l'affaire. mais ok. On en reparlera si tu veux. Et donc, bref, je découvre une vidéo de lui qui présente ce qu'il avait fait pour le test event des Jeux de Pékin, donc 2007, le test event de Pékin. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est un ovni, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, et en fait, c'est des parcours de vie improbables. Le directeur sportif de mon équipe de duathlon était cobaye des études de Yann. C'était un triathlète bien impliqué. Donc, je ne trouvais pas l'adresse de Yann. Enfin, tu vois, c'était la galère à l'époque. Bref, je contacte Yann. Il ne me répond pas. Mauvaise adresse parce que depuis qu'il est devenu titulaire à INSEP, je récupère la bonne adresse. Je lui envoie un mail. Réponse de Yann. Tu vois, c'est des trucs qui restent marqués. En tout cas, moi, c'est des choses qui restent. Où il me dit, bah, là, j'ai rien pour toi, gamin. C'est un peu ça, tu vois. Il me dit pas gamin, mais c'est un peu ça. Recontacte-moi le 1er février. On est peut-être 6 mois avant. Tu vois, moi, je me réveille pendant l'été, étudiant de base. C'est l'été, qu'est-ce que je fais en septembre? Et donc, le 1er février, je le recontacte. Il me donne rendez-vous à l'INSEP. Et là, en fait, il m'a bombardé de travail pendant près de 6 mois, de plus en plus compliqué. Le premier taf, tu vas rigoler, mais c'était je t'envoie 6-7 articles sur le surmenage, mais sur des marqueurs très, très physio, hormonaux, etc. Enfin, je ne comprenais rien. Je ne lisais pas l'anglais, c'était catastrophique. Première étude, j'ai mis 6 jours à la lire, je crois. Il y avait 7 jours pour faire le taf. Donc, autant dire que j'ai pas. Bon, bref, je me trompe peut-être un peu sur les jours, mais j'ai pas dormi ensuite. Et si tu veux, Yann, on était 4 sur la ligne de départ. Ça, je l'ai appris plus tard quand c'est devenu mon pote. Et crois-moi, les 3 autres, c'était bien, bien, bien au-dessus en termes de CV. Moi, j'avais rien comparé à eux. Le côté major de promo, ils s'en foutaient un peu, Chris et Yann. Et après, il m'a avoué qu'en fait, il me testait, qu'il me donnait régulièrement du taf, que j'étais le seul qui avait jamais d'excuses, que j'étais le seul qui faisait le taf, mais que par contre, il m'a avoué qu'il n'avait jamais ouvert mon travail.
parce qu'il avait autre chose à faire et qu'il voulait juste voir si les mecs, ils étaient charbonneurs, quoi. Parce que les deux, il faut les suivre. Après, j'ai découvert un autre monde où ça bossait 80 heures semaine. La première année, j'ai eu un week-end, une semaine de congé. J'étais payé 800 euros brut par Chris en auto-entrepreneur. Donc, il fallait vraiment avoir la dalle. Je te parle de la première année, ça évolue ensuite, hein, évidemment. Donc, ça s'est fait comme ça. Et, J'espère. ouais. Pour l'évolution. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Je ne me suis pas payé ma maison en Ce serait prostituant, ça compliqué, non. ouais. Ce serait compliqué. Mais ouais, écoute, moi, ça s'est fait comme ça en tout cas. Ça ne sera pas comme ça pour tous ceux qui veulent le devenir. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faut se fermer à rien et puis faut croire en ses rêves et puis bosser. Voilà. Et puis, écoute, pour la suite, le côté sport scientist, alors déjà, je pense qu'il va être différent suivant les structures, suivant les sports, suivant les profils, suivant les besoins, évidemment. Malgré tout, il y aura des choses qui seront assez communes, évidemment. Ce sera, comment dire, d'avoir quand même cette fibre scientifique. Tous les sports scientifiques n'ont pas forcément des thèses maintenant. Il peut y avoir des parcours différents, même si tu te rends compte que dans les gros clubs pro, maintenant, il y a très peu de prépa physique qui n'ont pas de thèse. Donc, tu vois, ce que je viens de dire est vrai, mais pas complètement vrai. Je pense pas tant que leur thèse leur sert forcément, mais plutôt la capacité à travailler comme tu le travailles pendant ta thèse. Donc, être capable de lire rapidement, de synthétiser rapidement, de faire de tirer des conclusions de milliers d'articles et pas simplement de lire la conclusion d'un article pour ensuite l'adapter au public que tu as. Parce que tu sais comme moi qu'un article, c'est bien, mais le public qu'on a en face de nous, c'est rarement le même que celui des articles scientifiques. Donc, il faut être capable de prêcher le vrai, le faux, de comprendre les choses, les affiner, d'y aller pas à pas. Et puis pour le coup, je pense que ce qui différencie ceux qui ont une casquette très académique, pour qui ça va être parfois compliqué dans ce type de structure, sauf si on va aller chercher pour leur expertise très spécifique pendant quelques semaines, pendant quelques mois, c'est cette capacité à parler au terrain, à comprendre le terrain, à pouvoir échanger avec le terrain et donc finalement avoir des valeurs à la fois humaines et à la fois sur la perf et pas juste je suis spécialiste du bain froid. Ouais, c'est bien, mais si tu te retrouves en face de 20 footballeurs, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc voilà, donc quand tu parlais d'entraînement tout à l'heure, je pensais plein de petites choses comme ça dans ton parcours qui peuvent faire que, tu vois, moi, si je dois en citer qu'un, je sais que je vous le citais beaucoup en cours, mais parce que si je sais que ça parle directement aux gens, j'ai fait 2 Olympiades avec Philippe Lucas, autant dire que Philippe Lucas, si je lui parle de sciences pures, je vais vite plus revenir à la piscine. Par contre, s'il se rend compte que l'entraînement, ça me parle un peu, je vais pouvoir tout doucement lui parler de bain froid, de cryo, de ce que tu veux. Du coup, je ne sais même plus quelle était la question. Quel était le quotidien, en fait? Qu'est-ce que tu faisais concrètement sur le terrain? Ouais, Enfin, sur le écoute, terrain, quand mon tu t'as fait, quotidien quoi. dans les structures, il se fait pour moi, il y a deux choses distinctes. Il y en a une qui est de répondre aux besoins. Donc, finalement, tu n'anticipes pas forcément les choses quand tu réponds aux besoins. Et une autre qui sera beaucoup plus d'anticiper, d'être en capacité d'analyser à la fois l'activité, la situation, le type d'athlète, pour proposer des choses qui vont nous permettre d'être plus performants. Ça reste le nerf de la guerre dans les structures dans lesquelles moi je suis, hein, évidemment. Si on n'a pas de résultat, c'est compliqué. Et donc, forcément, dans ton quotidien, tu as une partie qui n'est pas du tout sur le terrain, où tu fais de la veille, où tu lis, où tu continues à entretenir les choses, être le plus fin dans les sujets sur lesquels on va pouvoir venir te chercher. Donc, ça ne se voit pas forcément. Et pour le coup, ce n'est pas forcément des choses dont se rendent compte les gens, parce que forcément, tu fais ça pas quand tu es sur le terrain. Et puis, l'autre partie, tu l'as dit, et on l'a dit, elle est d'être sur le terrain et avant tout, ça va peut-être faire sourire les gens, mais de créer beaucoup de relationnels. Je ne vais pas sur le terrain en me disant j'y vais pour boire des cafés et faire le faux cul et créer des amitiés, mais toujours est-il que tu te rends compte que c'est quand tu es sur le terrain et que tu vis avec eux et que aussi que tu files des coups de main, que tu as des prépas physiques, etc., que la confiance se crée et que derrière, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin sur plein de sujets. Soit pour mettre en place des protocoles, je sais pas, tu parlais de vélo, sur un Tour de France, c'est quoi le protocole de récup s'il fait chaud, s'il fait pas chaud, si c'est une étape de montagne, si c'est une étape de sprint,
si le mec il s'est beaucoup dépensé, pas beaucoup dépensé, etc. Et l'idée, c'est d'être le plus fin possible sur tout ça. Donc finalement, tu es beaucoup maintenant dans les plus grosses structures où je suis à créer les choses et à faire en sorte que ce qui est nouveau pour moi, quand j'étais dans les sports olympiques, c'était moi qui faisais tout de A à Z. Donc, je sais pas si c'est moi qui avais tout préparé, de la recherche scientifique jusqu'à passer le bidon à la ligne d'arrivée. Alors que maintenant, il y a des personnes qui font ça, j'allais dire pour moi, en tout cas pour les sportifs, sur le terrain. Et donc, c'est à eux de mettre tout ça en place, même si, encore une fois, si tu vas pas sur le terrain, rien ne se mettra en place. Bah ouais, c'est là où c'est difficile Enfin, difficile. Ça demande quand même une sacrée expertise et une remise en question de transférer ce que tu connais de la théorie dans la pratique et faire adhérer tes athlètes qui, eux, n'y connaissent pas forcément grand-chose à ce que tu leur proposes et surtout les entraîneurs. Je pense que c'est pas si simple qu'on le croit. Qu'est-ce que tu nous en Non, tu as dis? complètement raison. Alors, je crois que tu as coupé. Je pensais que tu avais fini, mais j'ai Non, entendu non, c'est la bon. question. J'ai fini ma C'est question. bon. Tu captes pas beaucoup en Bretagne, Thomas. C'est catastrophique. C'est la chaleur, mec. Je crois. Hein. Ouais, complètement. Et là-dessus, tu as carrément raison. Mais je pense que c'est dans tous les métiers où tu dois travailler en multicasquette, en multicompétences, etc. Et puis en hiérarchie parfois aussi. Où finalement, tu auras beau avoir tout le savoir que tu veux. En fait, si les gens ils adhèrent pas, s'ils y croient pas, s'ils ont des idées préconçues, si ça colle pas avec toi, bah, ou si la com est mauvaise dans les deux sens, bah, en fait, ça va vite taper le mur. Ça va vite ne plus fonctionner ou pas bien fonctionner. Donc ouais, tu as carrément raison. Et honnêtement, je pense que c'est pas des choses que tu apprends complètement à l'école, même si tu peux avoir des mentors qui t'aident à évoluer, notamment à devenir beaucoup plus humble quand tu débutes. Hein. Quand tu parlais des jeunes qui veulent beaucoup faire ça maintenant, la majorité des stagiaires que j'ai eus depuis que je fais ce métier, ils sortent de master et ils ont des connaissances, hein, c'est pas la question. Mais ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tout, qu'ils vont réussir à tout faire, et puis bah, ils vont vite déchanter souvent face à ce type de public. Donc, il faut être très humble. Il faut, tu vois, je te prends des exemples concrets sans citer les gens. Tu vois, l'équipe de vélo, c'est un très bon exemple. Quand je suis arrivé, j'étais, comment dire, surpris dans le mauvais sens du manque de professionnalisme sur certains sujets, de choses qui n'étaient pas encore mises en place. Pour autant, dans mon équipe, quand je suis arrivé, et je ne te parle pas forcément d'eux, hein, mais toujours est-il que j'avais un vice-champion olympique, j'avais un double vainqueur de grandes étapes de montagne. Voilà, j'avais quand même des mecs qui avançaient un petit peu. Et si j'arrive de but en blanc, que je leur dis mais pourquoi tu fais pas ça, pourquoi ça tu le fais mal, pourquoi ça tu le fais pas comme ça, bah, le mec pourrait me répondre directement est-ce que toi tu as gagné à l'Alpe d'Huez, et je pourrais juste répondre que non. Donc c'est peut-être que aussi il faut prendre du recul sur tout ça, et que bien que tous les deux je pense qu'on maîtrise pas mal de sujets qui sont propres à nos métiers, avec l'expérience, avec tout ce qu'on a pu faire. Il y a quand même des mecs qui performent à certains moments de leur carrière en faisant pas tout comme on le présente dans nos PowerPoint ou dans nos formations. Donc déjà, ça fait prendre du recul sur la perf. Tu te rends compte qu'être performant, c'est pas juste faire tout comme nous on le dit. Par contre, certaines des connaissances qu'on a tous les deux, qu'elles soient théoriques ou de terrain, ou les deux d'ailleurs, je pense pourront peut-être permettre à ce type d'athlète de moins se blesser, d'être performant plus longtemps, de maximiser des choses qu'ils n'auront pas forcément fait quand ils étaient plus jeunes et qui vont leur revenir au visage quand ils vont prendre de l'âge. C'est simplement qu'on a en face de nous des athlètes qui sont exceptionnels, quand je te parle des miens, et qu'on se rend compte aussi que bah, la haute performance, des fois, c'est pas juste se coucher tôt, bien manger, faire la récup comme il faut, parce que bah, déjà, les mecs, c'est des ovnis, quoi. Si je fais une digression là-dessus, une question qui m'intéresse, moi, qui va intéresser du monde, qu'est-ce qui, chez ces athlètes-là, les gars qui ne s'entraînent pas forcément de manière hyper cadrée, qui sont un peu en roue libre, des fois ils s'entraînent beaucoup, des fois ils s'entraînent plus, ils récupèrent pas bien, ils se couchent tard, etc. Mais ils sont quand même archi performants.
Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence? Qu'est-ce qui explique leur niveau de perf? Et pourquoi ces mecs-là, ils sont aussi chauds alors qu'ils respectent pas la base, quoi? Bah, j'exagère, hein, mais il y en a Ouais. toujours des comme ça. Et je pense que ça va surprendre des gens, mais moi, mon recul de 10 ans d'expérience, de ceux que j'ai croisés en tout cas, c'est que c'est pas tant sur le physique, mais plutôt ce qui se passe en haut. Je parle de la tête. Souvent, ça surprend les gens, hein, mais quand je sors des datas type VO2 max, tu vois, les trucs qui tout de suite, les gens s'emballent dans les sports d'endurance. La VO2 max, c'est le truc le plus important. Et crois-moi, j'ai connu des sportifs de très haut niveau qui ont joué des titres mondiaux olympiques, des grands chelems, etc. Moi, là, je suis plus dans le sport d'endurance, on sera sur d'autres valeurs de perf, euh, qui ne se démarquent pas forcément sur tous les gros marqueurs de perf d'un sportif amateur bien investi. Par contre, à différents niveaux, au niveau psycho, quand il faut se dépasser, ils sont présents. Quand il faut s'investir quotidiennement sur des périodes données, ils sont capables d'aller dans des investissements que je pense peu sont capables. Quand il faut prendre les bonnes décisions, ils en sont capables. Et surtout, très souvent, malgré ce que je viens de dire, ceux qui seront capables de gagner à certains moments de leur carrière, ce seront souvent ceux qui sont maîtres de leur projet. Donc, malgré ce que je viens de dire, alors ça surprend peut-être par rapport à ce que j'ai dit avant, encore une fois, ce sera des athlètes à un moment de leur carrière et parfois d'autres toute leur carrière. Et finalement, il suffit de regarder le palmarès de certains pour le comprendre, je pense. Seront acteurs de leur projet et pas simplement suiveurs de le prépa physique m'a dit de faire ça, je fais ça, l'entraîneur m'a dit de faire ça, je fais ça. Non, ils s'investissent pour s'entourer au mieux, en tout cas de ce qu'ils ont l'impression d'être le mieux. Ils s'investissent sur OK, peut-être que je fais pas bien, mais là je sens qu'il faut que je récupère. Là je sens qu'il faut que je mette plus de ça à l'entraînement. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, je pense que je trahirai aucun secret en disant ça, il m'en voudra pas, mais tu vois, un Pierre Ambroisois, c'est que j'ai commencé depuis 6 mois. Bon, je pense que beaucoup l'imaginent ultra fêtard, etc., parce qu'il a beaucoup joué là-dessus et les médias ont beaucoup joué là-dessus. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il était champion du monde en buvant que de l'eau. Quand je dis buvant que de l'eau, je ne parle pas de dopage, hein, je parle du fait qu'aucune notion de nutrition, aucune notion de complément alimentaire, aucune notion de tout ça. Et quand tu le découvres, tu prends ça un peu en pleine face, tu te dis, oh, c'est un truc de malade, quoi. Le mec, c'est comme le mec qui soufflait à l'épaule de Rudy Shah pendant quelques années. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Recordman du monde du 800 sans carbone qui n'est pas prêt d'être battu. Je ne sais pas si ça te parle, hein, Thomas. Si, si, bah, alors Si. moi, si, si, ça me parle, mais je suis pas Ok. je Mais suis bon, pas bref, un grand expert de l'athlé, mais ça me bah, parle. c'est un mec, il était champion olympique en partant à fond du début à la fin. Personne n'est passé devant, pas de lièvre, et tout le monde a pété par l'arrière. Enfin, un truc de malade. Euh, Bref. Mais à l'inverse, tu vois, un mec comme Pierre, le lendemain de notre rencontre, il me dit, Année, il faut qu'on fasse une visio, je suis chaud, il faut qu'on avance, machin. Et là, il me sort 10 dossiers PDF. Chaque dossier PDF, c'est tout ce qu'il a fait à l'entraînement depuis 10 ans. Donc, je crois que si tu veux faire l'article scientifique, un des plus bankable des prochaines années, tu les prends, tu les mets dans un JSPP ou je sais pas quoi, et je pense que ça va bien se lire. Mais je ne suis pas sûr qu'on fera ça un jour. Et en fait, on ne lui a jamais demandé. Donc, il a commencé ça à 17 ans. La première fois qu'il va au jeu, il a 17 ans. On ne lui a jamais demandé. Et en fait, à l'inverse, Pierre, je me suis rendu compte que c'est un mec, il maîtrise tout ce qu'il fait à l'entraînement, qu'il n'a pas fait de STAPS. Alors, avec ses mots à lui, avec ses compréhensions à lui, qui, dans ses dossiers PDF, il notait tout. Donc, tu as ses ressentis. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a fait la fête? Est-ce qu'il a mal dormi? Avec des jeux de couleurs et trucs de fou. C'est là où pour moi ça devient intéressant, c'est que des fois il y avait des blancs, donc je disais putain Pierre, pourquoi là il y a un blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là il est capable de te redire la séance avec les chronos, les récup et tout, le truc à 7 ans, 8 ans, j'en sais rien, enfin un truc de malade. Mais surtout il est capable de te dire, bah là j'ai arrêté de noter parce que ça n'allait pas dans ma vie, je me suis fait larguer par ma copine, donc ça me saoulait, je n'étais pas bien. Bon, bref, et du coup, tu découvres que le mec, peut-être que sur on va dire j'ai appelé ça les gains marginaux parce que la base, c'est de s'entraîner dur et de s'entraîner bien. En fait, le mec, il est présent tous les jours depuis 10 ans. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être que de ne pas avoir été sur certains sujets, de ne pas avoir été accompagné sur certains sujets, ça a fait que
il y a eu des baisses de perf, des blessures, des choses comme ça. Et toujours est-il que quand il a fallu être champion du monde, il était là. Et tu vois, les gens vont beaucoup le critiquer de les faire en se disant ouais, le mec, il n'est pas sérieux, il n'a pas fait ce qu'il faut. Bon, les champions du monde 800 en France, on en a un. Et si je dis pas de bêtises, en demi-fond, on n'en a qu'un aussi. Donc, bon, ça se prend. Carrément. C'est intéressant ça parce que ça montre quand même que le gars est impliqué, mais c'est obligatoire. De toute façon, tu l'as dit, il faut être maître de sa carrière et être décisionnaire quand même un petit peu dans ce que tu fais. Et ça se retrouve chez les sportifs qui performent. Alors, il y a toujours des exceptions, je pense, mais la plupart du temps, à mon avis, c'est ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qui fait que Pierre-Ambroise te contacte, toi? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu le connaissais d'avant? Est-ce que tu l'avais déjà croisé? Est-ce qu'il y avait eu des petites discussions ou autres, ou c'est vraiment venu comme ça, quoi? Alors, on s'est croisés forcément les 5 ans où j'étais à l'INSEP, mais on ne se parlait pas. C'est des histoires de vie, hein, juste parce que son entraîneur pendant ses années à l'INSEP était le pire ennemi de Christophe et inversement. Donc, autant te dire que, mais quand je dis pire ennemi, c'était assez violent. Donc, on se disait un bonjour assez particulier avec son entraîneur. Et bien qu'on finalement on n'a jamais eu de problème ensemble. Bon, ça c'est des problèmes de personnes. Et si tu veux, bah, ta question elle est rigolote. C'est que autant je t'ai dit, il a fallu charbonner pour bosser avec Yann, ensuite faire ses preuves, se faire accepter de mes premières structures, l'eau libre, etc., le triathlon, le penta, etc. Parce que bah, tu arrives dans des structures où bah, tu es novice et tu es amené par quelqu'un. Autant bah, depuis 10 ans, j'ai eu la chance, entre guillemets, et je ne sais pas si ça va durer, hein, mais que j'ai jamais répondu à comment dire, à un entretien d'embauche ou quoi que ce soit. C'est les gens qui sont venus à moi, donc ça, c'est cool. Parce que du coup, bah, ça démontre que les gens ont envie de bosser avec toi et il y a moins ce côté séduction à 3000% surtout, bien que c'est rarement les sportifs d'habitude qui sont, enfin, c'est jamais les sportifs qui sont venus pour moi avant. Donc le côté séduction, il fallait quand même le faire avec eux et les entraîneurs, souvent parce que c'est les managers hein, qui viennent me chercher. Et Pierre Ambroise, si tu veux, bah, histoire de vie. En fait, Pierre Ambroise décide d'arrêter la clé après les Jeux. Ça s'est pas très bien passé pour lui. Il pense qu'il est bout de course fin de carrière. Et en fait, son meilleur ami, genre à la vie et à la mort, donc je pense comme toi et Simon, j'imagine, Simon et toi. On se déteste, nous. Ouais, mais On se ça doit calcule être un pas. peu pareil. Alors. Vous vous détestez, mais Ouais, vous adorez, je pense. c'est ça. Et si tu veux, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé. En fait, son meilleur ami est un ancien international de 1500 mètres. Je bossais avec lui et son entraîneur et leur groupe d'entraînement quand j'étais à l'INSEP. C'est quelqu'un qui a arrêté manque de moyens post-Jeux de Rio, qui a monté une start-up qui met en relation le monde du sport et les entreprises. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter dans les deux sens. Donc, bref, je ne suis pas sûr que je divague, je ne suis pas sûr qu'on parlera de ça. Et en fait, il l'a relancé au bout de 3 mois je pense qu'il ne voudra pas que je dise ça aussi, mais une espèce de petite dépression où ça n'allait pas trop fort dans sa vie. Autant dire qu'il avait bien arrêté l'athlé et qu'il se faisait plaisir dans la vie. Donc, on a récupéré un Pierre Ambroise qui avait bien tout stoppé. Et si tu veux, son idée, c'était surtout de lui dire bah, je pense que tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer quand tu vas arrêter ta carrière. Parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai ma startup et bien que ça marche et que ça plaît, ça fait 3 ans que c'est compliqué de me verser un salaire. Comment dire, la post-carrière de sportif de haut niveau, comme elle est rarement anticipée, soit par eux, soit par les fédés, suivant les fédés, c'est un peu compliqué. Donc bref, l'idée ça a été de monter une structure la plus pro possible autour de Pierre Ambroise. Et quand je dis pro, c'est pas forcément de faire les trucs à 3000%, hein. C'est un petit peu comme ce que moi je connais maintenant dans le monde pro, à savoir financièrement, on est dépendant pas du domaine public, mais on va plutôt travailler avec le privé, donc sur du mécénat, du sponsoring, mais pas juste pour faire un encart pub, mais construire des choses avec eux, donc comme on a pu le faire dans mon entreprise avec Brian. Et puis d'essayer autour de lui d'être justement bah, pas comme il l'était avant. Tu as des choses qui vont bien te parler. Tu vois, Pierre Ambroise, il a beau avoir, je pense, une image, et je me rends compte tous les jours, hyper bonne auprès du grand public. Il a beau faire kiffer les gens tous les étés auprès de Nelson Montfort, bah, c'est un mec, tu vois, il avait 60 000 followers sur Instagram, mais il avait 6 posts.
Ouais, Nelson, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu sur le podcast, Nelson. ça peut être marrant, je pense. Je suis désolé, je t'ai Oui, coupé, mais Nelson. je pouvais pas la rater, celle-là. Par contre, Classique. j'ai pas son numéro, Thomas. Non, mais c'est pas grave. T'as pas le numéro de, comment il s'appelle l'autre. J'allais dire Bernard Montiel, mais n'importe quoi. Non, mais il s'est fait virer de France Télé, lui. Comment il s'appelle? Patrick Patrick. Montel. Ouais, Montel. c'est ça, Ouais, il s'est fait virer de incroyable. France Télé, ça s'est pas très bien terminé. Ouais, j'ai cru comprendre. Incroyable. Commentateur incroyable. Bref, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé. On était sur les followers de Ouais, Pierre-Ambroise. ouais, si tu veux, l'idée c'est de construire à 360 degrés autour de lui, donc de construire des jeux avec les gens, de sécuriser le côté financier, mais pas juste pour avoir de l'argent pour financer la structure, donc pour financer ceux qui gèrent ces réseaux, pour financer, tu vois, il y a quelqu'un qui le suit au quotidien pour le filmer, type reportage Netflix. Et puis bah, sur la perf, on est plusieurs, donc on a refait appel à Alain avec Pierre. Grand technicien de terrain, grande connaissance du 800 et surtout parce que moi je peux pas aussi, enfin c'est pas surtout parce que moi aussi je peux pas être sur le terrain au quotidien. Du coup on entraîne en binôme, donc ça c'est plutôt pour moi une vraie plus-value. C'est ce que j'ai pu connaître dans mes anciennes structures, à savoir que bah tu sais comme moi que quand tu es tout seul à entraîner ou à t'entraîner, tu as beau maîtriser le truc, bah souvent c'est bien d'avoir quelqu'un qui arrive avec de la hauteur, un regard neuf ou qui maîtrise des choses que tu maîtrises moins inversement. Voilà, et donc écoute, ça s'est fait comme ça. Donc en gros, Brian lui a parlé de moi. Du coup, Pierre me connaissait à l'inverse de ce que je pensais. Il pensait que je ne serais pas intéressé parce que c'est la clé, parce qu'il y a moins d'argent, parce que j'ai autre chose à faire. Et en fait, bah, le projet m'a carrément éclaté. Donc on s'est rencontrés toute une journée, on a tapé dans la main et c'est parti. Stylé. Carrément stylé. Il s'entraîne où, lui? Si c'est pas indiscret. Oh, c'est pas indiscret du tout, c'est même assez unique, je pense. En fait, depuis qu'il est parti de l'INSEP, il a tendance à être hyper vagabond, à faire le tour du monde. Tu vois, avant nous, il a fait le Mexique, il a fait la Réunion, bref, il a fait plein de pays un peu exotiques, entre guillemets. Surtout pour plusieurs raisons. Il veut pas rester à Paris tout le temps. Donc, il habite Vincennes et il s'entraîne à l'INSEP pendant longtemps. Et en fait, ça lui pèse maintenant ce côté. J'ai l'impression d'aller bon, à l'usine, le mot un peu fort, mais je me lève, je vais à l'entraînement, je rentre, je me lève, je vais à l'entraînement, je rentre. Donc dans l'idée, c'est d'aller d'un spot à un autre. Mais pour aller d'un spot à un autre, il faut de l'argent. Donc, je t'avouerai que pour l'instant, on a fait plusieurs spots, mais on n'a pas enchaîné les spots. Donc, soit tu vois, cette année, on a fait Espagne, Bretagne, Guadeloupe, Israël, Lacano. Donc, ça va, c'était plutôt cool. Et sinon, il est soit à l'INSEP, soit chez Alain, qui est du coup le club de Pierre à Lille, soit chez moi. Et on s'organise comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, exactement dans sa planification, dans son entraînement, au jour le jour à peu près, quel est ton rôle exactement? Alors du coup, bah, un peu double casquette, une casquette purement entraînement, où en fait on l'a fait en deux temps avec Alain. Moi j'ai pris toute la prépa jusqu'à la période estivale, où chaque semaine, même si on avait une vision à plus long terme, hein, mais c'est aussi ce qui est spécifique au haut niveau, je pense, c'est qu'on est presque au jour le jour. En tout cas, c'était moi qui proposais, Alain qui validait et qui donnait son avis. Donc, je me suis mis à remettre clairement les mains dans le conduit, de planifier et pas juste regarder la planif des autres. Donc, moi, j'ai fait toute la période de prépa. Là, on a inversé les rôles. C'est Alain et maintenant, c'est moi qui donne mon avis, qui vais dire bah, là, je pense qu'il y en a un peu trop. Là, je serais peut-être plutôt comme ça. T'en penses quoi? Parce que. Donc, ça, c'est hyper cool parce qu'on se challenge à mort. Et puis, bah, le mec, Alain, il a 62 piges. Il n'a pas eu que Pierre-Ambroise. Donc, autant te dire que même si on n'utilise pas toujours les mêmes mots, il y a forcément des gros échanges, mais finalement, je me rends compte avec le temps, rarement des échanges, on n'est pas d'accord parce que bah, tu sais comme moi que c'est avant tout du bon sens l'entraînement et je pense qu'avec quelques années d'expérience, quand tu as fait la part des choses, bah, tu sais entraîner, je pense.
j'espère en tout cas. Donc ça, c'est plus sur la partie entraînement. Et puis sur le terrain, on va dire que dans l'idée, c'est 2 tiers, 1 tiers avec Alain, même si ça dépend de nos obligations surtout, puis surtout des miennes finalement. Ou en stage, je réentraîne aussi sur le terrain, ce qui du coup ne m'était plus arrivé depuis, à part pour filer un coup de main à l'occasion, ça m'était clairement plus arrivé depuis mes années STAPS, donc tu vois, ça date. Donc je réapprends à avoir un chrono, à corriger un athlète à la salle de muscu, à la piste, et pas juste à lui dire, là tu vas me faire des squats. Tu sais comme moi que les squats, c'est bien de pouvoir les voir et de les corriger de temps en temps. J'ai pris un exemple bidon, hein, mais comme ça tout le monde comprendra. Et pour le coup, ça prend encore plus du sens avec ce type de sport où la dimension technique de placement elle est hyper importante. Donc finalement, l'œil humain est grave important. Et puis mon autre casquette, elle est de les aider, de les accompagner sur des choses qui n'avaient pas forcément fait Pierre avant pour essayer de progresser aussi là-dessus. Pierre, sa grosse problématique, c'est que depuis 3-4 ans, il s'est énormément blessé. Il s'est de plus en plus blessé, de plus en plus long. Donc forcément, dans des sports comme celui de l'athlète, à un moment donné, si tu ne t'entraînes pas, c'est un peu compliqué de faire les chronos. Au début, hein, tu fais sur ton talent et sur ce que tu as fait les années d'avant, mais au bout de 3-4 ans, ça devient un petit peu compliqué, forcément. Même si ça ne l'a pas empêché d'aller en grand championnat tous les ans. Du coup, écoute, par exemple basique, je leur ai proposé de collaborer avec JB Morin, que tu connais bien, et Pascal Edouard, qui est un médecin spécialisé sur les ischios, les blessures musculaires, qui est à Saint-Etienne aussi comme JB. Donc on collabore avec JB, on va chez lui, on fait des tests, on fait des exos, on réaffine. Donc ça, c'est top, parce que du coup, ce qui est super bien avec un mec comme Pierre Ambroise, c'est que évidemment, il faut le convaincre, mais une fois qu'il est convaincu, c'est un putain de bon client. Il n'est pas tout le temps dans ce côté l'information, elle est descendante, mais est-ce que le mec, est-ce qu'il connaît vraiment? Est-ce que mais moi aussi, je suis une star? Machin, non, pas du tout. Il est hyper humble, hyper surhumain, et on peut construire ce genre de choses. Et puis sur plein d'autres sujets, tu vois, il y a des problématiques de sommeil chez Pierre Ambroise, donc on essaye d'améliorer ça. Je te parlais de nutrition purement récup tout à l'heure, c'est des choses qu'il n'a jamais trop fait, donc on essaye de progresser là-dessus. Mais aussi, voilà, ça reste un humain, donc moi j'ai essayé de faire, on va dire, plutôt sur l'éducation dans un premier temps, et puis ça n'a pas forcément toujours matché quand je n'étais pas là, donc on affine autrement. Donc voilà, écoute, tous les grands sujets que tu connais de moi, on essaye d'y aller tout doucement, mais sujet par sujet. Donc le dernier sujet, c'était la récup, parce que ça ne me paraissait pas prioritaire dans les premiers mois avec tout ce qu'il y avait à reconstruire. Et là, les compètes ont recommencé depuis quelques semaines, ça devient important maintenant. Donc tu vois, là, on vient de créer un partenariat avec un centre de bien-être dans un spot où on a l'ostéo qu'on a trouvé. C'est pareil, tu vois, on essaye de tout structurer. Donc, à la fois, on a l'ostéo et le centre de bien-être à 1 kilomètre d'écart. Donc, ça, c'est top, top, top. Et comme ça, à l'inverse de juste dire, tu vois, c'est des choses que j'ai connues à l'INSEP où tu as accès à un bain froid, une cryo, machin, mais les athlètes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et là, j'ai complètement la main, comme je peux l'avoir dans des structures comme Mouratoglou ou le vélo. Et c'est moi qui vais dire, non, mais le centre de bien-être, on y va à tel jour, on fait telle chose parce que. Et puis évidemment, on a construit les choses. Ce qui est cool aussi avec le centre de bien-être, les protocoles, on les construit avec eux. Et c'est pas juste, nous, on fait ça dans le centre de bien-être, il faut faire ça. Donc, c'est dans les deux sens, donc c'est plutôt cool. Ok, c'est stylé, ça fait quand même une casquette qui est assez large. Comment tu fais pour faire ça? Parce que ça demande forcément du temps et de l'implication et surtout de l'échange. Donc, limite, c'est ça qui prend le plus de temps. Et aussi, jouer ton rôle dans l'équipe de cyclisme. Alors, pour les fans de vélo comme moi, je pense pas que vous connaissiez le nom en entier, mais c'est BNB Hotel KTM. Hein, n'oubliez pas ça, si je me trompe pas, d'ailleurs. Je ne trompe pas pour cette année. Après, suivant la date où tu sors le podcast, ça aura peut-être changé d'ici là. Mais... Ah, je vais essayer de le sortir avant le tour. non, ça n'aura pas changé. Alors. Ok, bon, ça va alors. Simon et moi, on est des grands fans de cyclisme. Il y a pas mal de gens de notre âge qui trouvent ça ennuyant comme sport, on va dire, d'un point de vue télévisuel. Mais moi, je trouve ça incroyable, vraiment. C'est un truc que j'attends toute l'année, le tour et tous les grands tours, hein, même les courses, les classiques, etc. Comment tu fais justement pour avoir ton rôle dans l'équipe, avoir ton rôle auprès de Pierre-Ambroise, avoir ton rôle chez Transfert, etc., etc., et prendre le temps de faire un Ouais, t'en podcast avec oublies moi. encore, mais t'inquiète. Et en plus, je rajoute un truc, tout ça, alors pas l'arrivée dans l'équipe, mais
Tout ça, ça coïncide aussi avec la naissance à peu près de ton fils, à Ouais. peu près. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, équilibre pro, perso, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout quand on a un enfant en bas âge. Comment tu gères tout ça et qu'est-ce que tu fais, du coup, dans l'équipe de vélo? Ouais, écoute, ça m'est tombé un peu dessus tout ça, hein, dans le sens où quand on était à l'INSEP avec Yann et les autres, notre rôle, il était quand même si on essayait toujours de répondre à tous les besoins et on se disait peut-être qu'il y a trop de choses, mais voilà, notre rôle était quand même assez défini, on était dans une structure, etc. Et quand j'ai décidé de quitter l'INSEP, comme Yann et comme d'autres, pour des raisons qui nous sont propres, bah, j'ai eu différentes personnes qui souhaitaient continuer à me faire confiance, puis bah, des choses sont arrivées, etc. Enfin, ça s'est fait un peu comme ça. Et si tu veux, j'ai jamais eu de site internet, de cartes ou je ne sais quoi, et les propals sont venus et ça, c'est cool. Donc, il a fallu aussi accepter à dire non, ou de dire non ou de déléguer à d'autres personnes au bout d'un moment, parce que l'idée, c'est pas de dire oui à tout et qu'ensuite tout se passe mal. Et de toi à moi, j'ai appris sur le tas dans un premier temps, parce que au début, tu veux répondre à tous les besoins et puis tout te paraît important, parce que je suis aussi dans un monde où on se met vite la pression, tu vois. Tu parlais d'équilibre, alors ma femme m'accompagne beaucoup là-dedans et on apprend à gérer tout ça pour notre équilibre à nous. Mais tu vois, comme je sais pas, quand je vais en vacances avec des potes, ils comprennent pas qu'il n'y a pas un jour où je suis pas obligé de toucher mon téléphone parce que tu te doutes bien qu'un cycliste, tu vas pas lui demander d'arrêter de s'entraîner parce que tu es en vacances, alors que ça va pas d'où il y a des courses, par exemple. Donc bref, ce qui est sûr, c'est que ça s'arrête jamais, même si j'essaye qu'il y ait des périodes où ça c'est beaucoup plus calme. Et si je pars en vacances avec ma femme, autant dire qu'il faut que je choisisse les périodes les plus calmes. Mais c'est ce qui est un peu compliqué aussi avec ce multistructure, c'est que, je sais pas, tu prends un exemple de transfert, quand le transfert est plutôt cool parce que c'est les vacances estivales, et qu'il n'y a plus de formation, bah, c'est la période du tour, c'est la période des grands championnats, et donc, bah, en fait, bref. Et du coup, bah, pour te répondre, j'ai appris à anticiper tout ce qui était anticipable déjà, ce que je faisais peu avant. Encore une fois, parce que j'ai pas suivi l'école pour faire ça. Et c'est un peu bidon hein, ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper pour que finalement les choses qui me tombent dessus tous les jours, parce que ça me tombe dessus tous les jours, des trucs, hein, un mec qui a mal au bide sur une course de vélo, un autre qui s'est blessé, j'en sais rien. Euh, une salle qui était réservée pour transfert et le jour du truc, elle est plus. Enfin bref, tu parles j'ai clairement des merdes tous les jours, même si, enfin des merdes. C'est pas des merdes en vérité, c'est mon travail. Même si dans le sport il y en a plus. Donc voilà, j'anticipe tout ce que je peux anticiper. J'essaye de faire en sorte que mon agenda soit crédible, mais aussi pour me libérer des plages où je sais que je vais pouvoir gérer l'ingérable, enfin l'ingérable, hein, ce qui me tombe dessus. En tout cas ce qui n'est pas anticipable. Mais malgré tout, en me fixant des règles quand même, tu parlais de sport tout à l'heure ou d'équilibre de famille, tu vois, c'est des choses que j'ai dû apprendre à faire aussi. Ça va peut-être. Enfin, toi, je pense que ça va pas te faire sourire, mais tu vois, là, j'ai changé de téléphone. Hier j'ai dû reprendre mon ancien téléphone qui est toujours actif. J'avais 2500 WhatsApp. Ça faisait 3 semaines. Et en fait, tout n'est Flemme pas un peu, pour hein. moi. C'est juste que je suis dans plein de groupes. Tu vois, le groupe de l'équipe de vélo, le groupe du médical de l'équipe de vélo, le groupe de Le groupe telle des course de l'équipe tuteurs de vélo, transfert, tuteur, transfert. Bon, toi, ça va, tu fais horrible, pas trop chier sur le groupe tuteur. horrible, horrible. Moi, ce genre de truc, c'est trop de notifications pour moi, tu vois. Je pense que ma limite, elle est là. C'est horrible quand tu ouvres un truc et que tu vois que tu as 24 messages non lus sur une conversation. Franchement, moi, mon cerveau, il me dit, mec, ne lis pas. Ne lis Ouais, pas. et là où tu as raison, Thomas, c'est que je me suis rendu compte que même dans la haute performance où on croit que tout est important, il y a énormément de choses qui peuvent attendre. Donc c'est tout simple, hein, mais tu vois, là, je suis en train de te parler, mon téléphone, alors il est allumé, mais il est inactif. Alors peut-être que j'ai reçu des trucs, peut-être qu'il y en a on va avoir l'impression que c'est important. Tranquille, les gars, à 10h30, on va les régler, les trucs. Et ça, je pense que c'est ce qui fait vraiment la diff, de mon point de vue, en tout cas dans ma vie à moi. C'est que si je suis avec ma femme ou avec mon gamin, mon téléphone, il est retourné. Si tu vois, juste avant qu'on s'appelle, tu vas être mort de rire, hein, mais je t'ai dit, je suis désolé Thomas, faut pas qu'on attaque toi aujourd'hui, parce que ce soir on se barre pour 2 jours avec ma femme, il y a canicule. Qu'est-ce que je faisais ce matin? J'ai arrosé le jardin.
pour que les plans ne crèvent pas. Voilà, c'est la vraie vie. Tu vois, je bosse pas que dans la haute perf. Voilà, j'ai éteint mon téléphone parce qu'à un moment donné, c'est aussi important pour moi de faire ça et ça me fait du bien. Et maintenant, je peux embrayer jusqu'à ce soir et je vais kiffer. Alors que dans les Ça me faits, je fait prends pas mon rire, hein, tu sais, téléphone, je moi le laisse. je passe ma journée, je bosse un peu. Bon, moi, je bosse de chez moi tout le temps, donc enfin, quasi tout le temps, donc c'est très facile. Je bosse un peu, je vais dehors faire des trucs dans mon jardin, faire un peu de bricolage, machin. Je vais m'entraîner, je rebosse, etc. Au final, j'accumule un volume de travail professionnel monstrueux sur la journée, mais je découpe un petit peu. Donc, aller arroser ses plantes, ça me choque pas plus que ça. Fais gaffe, on va avoir des gens qui luttent contre le dessèchement des nappes phréatiques Alors, qui vont nous insulter après, là. ça vient d'un récupérateur d'eau, figure-toi. Ah, bah ça va, alors. Mais je pense qu'il ne Voilà. tiendra pas tout l'été avec le temps qu'il fait. Ah, bah là, c'est chaud, là. Mais ouais, écoute, honnêtement, j'ai l'impression que je ne donne pas des grosses clés parce que moi, je m'en sors comme ça. Mais je pense que je m'en sors comme ça parce que très clairement, ça m'apporte beaucoup d'équilibre. Je sais que tous les deux, on est des gens qui se lèvent tôt. Et crois-moi, je pense que tu vas te retrouver là-dedans. Ça nous permet peut-être aussi d'avoir ces vies où les gens peuvent se dire, putain, mais il fait trop de choses, ce mec, c'est comment il fait, c'est pas possible. Je sais qu'Aurélien est comme ça aussi, et d'autres que tu as interviewés, j'imagine. Mais en fait, si tu te mets un cadre et une certaine rigueur, je pense que ça ne te pèse pas, bien au contraire, parce que tu kiffes ta life toute la journée. Et du coup, tu as du temps pour faire d'autres choses qui apportent beaucoup d'équilibre. Et puis, quand tu parlais de mon fils, écoute, c'est une discussion que j'avais avec JB récemment, figure-toi. On a fait un footing ensemble sur Synthé. Et on se disait que c'est dingue parce que le temps, il n'a jamais été aussi resserré que depuis que j'ai un fils et qu'il est en bas âge et que il peut rien faire sans toi, hein, typiquement. Surtout le nôtre qui est à bloc tout le temps, hyper actif. Et puis, du coup, tu peux pas le mettre dans un transat et lui dire j'ai un mail à finir. Non, ça marche pas. Et du coup, tu apprends à être hyper efficace, hyper efficient sur ton temps. Et tu te rends compte qu'avant, tu perdais du temps sur des trucs qui servent à rien, très clairement, dans le travail comme dans leur travail. Et que du coup, tu essayes de faire que des choses qui sont utiles pour ton travail, pour ta vie personnelle, pour ton activité physique, hein, comme tu en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai retrouvé cet équilibre de recourir, de refaire un peu de muscu. Alors, je suis beaucoup à la maison aussi, hein, maintenant, Thomas, même si je suis aussi sur le terrain, je suis plus souvent à la maison que sur le terrain. Si j'ai décidé qu'à 16h15, je devais partir courir pour partir à 17h chez Anoumou, à 16h15, le téléphone, il est éteint. Et c'est parti, et ça embraye et ça suit, quoi. C'est un rythme de vie à prendre, on va dire. Encore une fois, souvent, ça s'apprend sur le tas et ça se fait naturellement, je pense. On en parlait vite fait avant, enfin avant qu'on lance le podcast, l'enregistrement. Pour en revenir vraiment sur l'équipe de cyclisme, parce que voilà, c'est quand même une grosse part de ton Mm. taf. Comment vous préparez le tour? Vous êtes sur le tour cette année, hein, que je dise pas Ouais, ouais. Ouais. Comment vous préparez le tour? Il n'y a toujours pas de victoire sur le tour, hein, de l'équipe, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Comment vous préparez le tour? Quel est ton rôle là-dedans? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, sans rentrer dans les détails, évidemment, hein. Je n'ai pas du tout regardé le parcours. Je ne sais plus comment c'est cette année. Voilà, quels sont un peu les secrets, la face cachée de la préparation du plus grand tour du monde, hein. Il n'y a rien à dire. C'est pas parce qu'on est français qu'on dit ça, c'est la réalité. Ouais. Eh ben, écoute, c'est ce qui est particulier et hyper top. En tout cas, pour moi, ça m'éclate. Écoute, quand j'avais eu différentes propositions, j'avais choisi cette équipe parce que le manager, à la fois sportif et global, souhaitait essayer de se remettre en cause, de ne pas forcément faire ce qu'on fait depuis trop longtemps. Et d'accepter que peut-être qu'ailleurs, ils ont aussi des choses à nous apporter. C'est pas parce que le mec vient pas du vélo, en tout cas d'un point de vue pro. En tout cas, c'est pas ce que j'ai appris chez les Nîmes et les cadets qui va m'aider en ce moment. Enfin, les cadets et les juniors, bref. Et du coup, je sentais qu'il y avait un truc à faire pour moi m'éclater et puis surtout tout à construire. Et je te cache pas que depuis une dizaine d'années, c'est toujours moi qui suis parti des structures parce que je sentais que c'était la fin de l'histoire.
et puis ou que j'avais plus grand-chose à leur apporter et ou qu'ils étaient tellement structurés qu'en fait, je venais juste pour prendre un billet et moi, ça ne m'éclate pas, bien que ça soit resté des amis. Hein. Et du coup, bah là, je ne vais pas te dire que c'était page blanche, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Et par contre, là où tu as raison, c'est que ce qui est différent des structures où j'ai pu être avant, où bah voilà, quand tu arrives, que le mec est déjà champion du monde, que tu vas à Moto, que tu as Djoko, Serena, Raonic et compagnie, c'est quand même différent. Murray à l'époque, quand il marchait. Bah là, pour que tu situes, sur un Tour de France, on a un budget qui est 2 à 3 fois inférieur à l'avant-dernier budget. Donc, je ne te parle pas du premier budget. Donc, c'est un peu comme si je te disais, il y a le FCMS qui va en Ligue des Champions tous les ans. Et tu sais comme moi que dans le sport pro, le budget, une grande partie est investie sur les sportifs. Donc forcément, qui dit petit budget dit que, alors, ça peut être mal perçu ce que je veux dire, mais qu'en tout cas, tu passes après les autres sur le marché des transferts, sauf si tu es malin et tu sais les convaincre. En tout cas, tu ne vas pas avoir beaucoup de grosses stars, et logiquement, les stars sont ceux qui ont le plus de capacité à gagner ou de potentiel. Donc ça, c'est le point de départ. Et l'autre problématique, c'est quand on est une petite équipe comme nous, pour nous faire accepter du Tour de France, on n'y a pas été les 2 premières années du projet. Moi, je suis arrivé la deuxième année. C'est un peu comme dans le tennis où tu dois passer par les challengers et compagnie. Tu dois courir pour marquer des points, faire tes preuves. Et tu sais comme moi que plus tu vas en compète, bah, moins tu t'entraînes, bah, moins tu es performant. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, à l'inverse d'énormes équipes comme Ineos, Jumbo, qui peuvent partir en stage plusieurs mois de l'année, bah, nous, c'est pas possible. Pour autant, là-dessus, on a été hyper soutenu avec mes collègues par le manager et le directeur sportif. C'est qu'à partir du moment où on a été accepté au Tour la première année, il a fallu qu'on fasse nos preuves tout le début de saison, qu'on a beaucoup couru. On a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a fait le choix de reconnaître toutes les étapes qui nous paraissaient importantes pour nous. Parce que le vélo reste un sport qui n'est pas que physique. Il faut aussi prendre les bonnes décisions au bon moment et savoir gérer son allure, etc. Et je pense que la preuve en est, c'est que la première année, on fait 14 top 10, une deuxième place, une troisième place avec le budget dont je t'ai parlé, sachant que la troisième place, Cocard déraille à 200 mètres de l'arrivée, ça arrive au sprint, donc je te fais pas un dessin, il a bouffé la feuille de match. Donc je pense qu'on est clairement au-dessus des pronostics. Deuxième année, on est plus combatif. Enfin, bref, je pense qu'on a été plutôt très bon par rapport à notre matière première, entre guillemets. Donc ça, la première chose, je te parlais des recos, mais finalement, les recos, c'est plus le rôle des directeurs sportifs, mais c'est des choses que moi, personnellement, j'ai aussi validées, ça me paraissait important pour qu'ils soient performants. Et dans mon rôle, on consulte aussi pour ça. Et puis, la deuxième chose, ça va être de vraiment se préparer. Là-dessus, tu as raison. Et donc, on va peu les faire courir. On va beaucoup plus partir en stage. Et après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle d'entraînement ou de choses comme ça, mais après, l'autre chose, au-delà de la préparation, c'est qu'on va essayer avec les petits moyens qu'on a, justement, de ne pas faire tout sur le tour en termes de récupération, etc., mais de faire en fonction du budget qu'on a. Donc, mon rôle, il est beaucoup là-dessus sur un Tour de France, c'est d'arbitrer et de proposer à l'équipe, voilà, moi, d'après moi, avec le budget qu'on a cette année, je vous propose qu'on fasse ça, 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 parce que ça peut apporter ça, ça, ça. En termes de budget, ça coûte tant. Est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas? Et on peut parler de ce qu'on fait, hein, si tu veux, il n'y a pas de grand secret. Et parce que avant le premier tour, tu vois, j'ai consulté des mecs qui avaient l'expérience comme des Pierre Roland, et je me suis rendu compte que le 1, c'est de se préparer, donc ce que je te disais avant, évidemment. Si tu n'as pas d'essence dans le moteur, c'est compliqué. Et le 2, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, je ne parle pas du fait que ça dure 3 semaines, que tu fais un effort dur tous les jours. Mais la grosse problématique, c'est que en fait, c'est l'enfer un Tour de France, dans le sens où tu as des navettes entre les hôtels et les arrivées et les départs qui sont super longues. Tu changes d'hôtel tous les jours, il fait chaud, tu manges à l'hôtel. Donc en fait, si tu fais juste base de la récup, c'est-à-dire que le sommeil, il est exécrable. Les capacités à récupérer post-étape, c'est catastrophique. La nutrition, c'est le plan de base sur un Tour de France, c'est l'organisateur envoie un menu type à chaque hôtel pour chaque jour et l'hôtel fait avec ce qu'il a. Donc autant dire que c'est bien d'essayer de s'organiser là-dessus. Et donc pour moi, la grosse avancée qu'on a eue là-dessus, et on n'a rien inventé et beaucoup le font maintenant, mais ça a été en tout cas d'être pragmatique
et de faire en sorte que les mecs enchaînent le plus facilement, enfin le mieux possible. Parce que je te fais pas un dessin aussi, en troisième semaine, la récup, elle joue un petit peu quand même. Et quand tu parlais qu'on n'a pas eu de victoire, oui, c'est vrai, pour l'instant, on n'a pas eu. Mais je pense qu'on était plutôt très performants sur les 2 premiers tours. Et je pense que, certes, les gars étaient bien préparés, certes, ils ont couru juste, certes, les acteurs sportifs ont fait des plans de course intéressants. Mais si les mecs sont encore là, c'est peut-être qu'aussi tout ce qui s'est passé autour a fait qu'ils n'arrivent pas à ratatiner au départ, quoi. Est-ce que, je peux parler d'un point de vue plus humain, est-ce que alors, pas forcément que chez BNB, mais est-ce que c'est vraiment un sport d'équipe? Est-ce qu'il y a de la cohésion d'équipe? Est-ce qu'il y a vraiment de la réflexion autour de tout ça? Ou est-ce que vraiment vous faites primer les individualités euh, en ayant voilà, des coéquipiers modèles qui aident, etc. Comment vous réfléchissez, vous, de votre côté là-dessus? Est-ce qu'il Alors, y a il y a de la stratégie? J'imagine que oui. ouais, Mais ouais. comment ça se passe au cœur, vraiment? C'est très clairement un sport d'équipe. Tu auras beau avoir le mec avec le plus gros moteur, il va pas en gagner beaucoup des courses. Quoique. Il y a Tadej quand même, hein. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. On l'abordera peut-être pas ce matin. Vaut mieux pas. Mais bon, déjà dépassé ma pensée. Mais bon, je pense que même tout seul, il gagnerait pas un tour, Thomas. Parce qu'il se fait quand même un petit peu aider de ses coéquipiers. C'est juste que des fois, il fait des trucs quand même un petit peu Ah, vite fait quand même, hein. Franchement, vite pas de fait. ouf non plus, hein. Mais tu sais comme moi que sur 3 semaines, il y a des crevaisons, il y a des chutes. Et si je repense aux 2 tours qu'il a gagnés, il y a eu 2, 3 moments où il l'a un petit peu aidé quand même. Et je suis pas sûr Ouais. que sur une étape plate où il crève, si tout le monde se ligue contre lui, je suis pas Oui, sûr oui, oui, qu'il oui. Ouais, pas fini au sûr que courant. ça marche. Mais bon, bref, oui, là où tu as raison, c'est que sur les étapes où il faut gagner, il a besoin de personne. Ça, c'est sûr. Mais bon, bref, hors sujet. Joker. Tu m'as demandé si on pouvait parler de tout en intro, de tout sauf de ça. Ah, moi, Euh, je t'ai pas lancé, hein. J'ai cité le nom du dernier vainqueur du Tour de France, c'est tout. ouais, les 2 derniers Tours de France, même. Des 2 derniers Tours de France, ouais. Et ouais, mais du coup, pour répondre à ta question, carrément, tu vois, c'est tout frais. Dernier critérium du Dauphiné, on avait ciblé certaines étapes, bon, même si on était devant quasiment tous les jours. Mais il y avait une étape où on pensait que ça pouvait jouer la gagne sur l'échappée. Ça ne voulait pas sortir. Il n'y avait que 2 mecs devant avec notre Autrichien Sébastien Schoenberger. Donc, c'était voué à l'échec. Et pour le coup, on a des directeurs sportifs, et notamment un qui s'appelle Didier Roux, qui est hyper bon tactiquement. Et pour avoir du leitmotiv auprès des gars. Et il a tenté un coup de force. Ils sont sortis à 4. Donc, 6 mecs devant, 4 de chez nous. Il en a sacrifié 2, mais les 2 qu'il a sacrifiés, il les a sacrifiés par rapport à leur profil, par rapport au profil de l'étape. Donc voilà, là où tu as complètement raison, c'est que c'est tout seul, tu ne peux pas y arriver. Et du coup, là où tu as raison, c'est quand on fait une sélection pour le tour, et je ne vais pas donner des secrets sur des noms, etc. Mais ce qu'il y a de cool quand tu parlais d'humain, c'est que la confiance, c'est en fait, quand je suis arrivé dans l'équipe, les directeurs sportifs s'occupaient purement de ça et consultaient assez peu ceux qui sont dans l'entraînement, dans le côté perf, etc. Et maintenant, rien se fait sans l'un et sans l'autre. Donc, à la fois sur l'entraînement, on leur dit ce qu'on fait, ils nous donnent leur avis sur la récup, etc. Et inversement, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'expérience. Donc, pour une sélection du tour, on le fait tous ensemble, mais ce sera Didier qui a le dernier mot. Ce sera Didier. Et du coup, on va essayer de réfléchir à des complémentarités et à des mecs qui, il y a de grandes chances qu'ils ne gagnent pas d'étape. Genre, ceux qu'ils en gagnent, hein, mais il y a peu de chances. Mais que par contre, par rapport au profil du tour, par rapport au profil de nos mecs qui peuvent gagner, qu'est-ce que ces gars-là peuvent apporter et du coup, qu'est-ce que nous, on peut faire pour qu'ils soient dans la meilleure forme possible. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, tu réponds à ma question. C'était plus orienté vraiment sur le rôle que va avoir chaque athlète, tu vois, en fonction des autres. Est-ce que c'est bien Mmh. prédéfini? Est-ce que voilà, les individualités sont OK avec ça? Il n'y a pas de guerre d'ego, on va dire. Après, c'est pas non plus l'époque Contador, Armstrong dans la même équipe, tu vois, Ouais. mais Écoute, nous, ils sont plutôt OK aussi parce que on dit les choses.
Déjà, si tu n'es pas franc, c'est compliqué à accepter. Si on te fait croire que tu y vas pour gagner une étape et qu'on te demande de rouler tous les jours, je ne suis pas sûr que ça passe bien. Et puis aussi, c'est ce qui est particulier dans le vélo, c'est que bien que les mecs passent pro parce qu'ils sont physiquement monstrueux, ils étaient meilleurs que les autres chez les amateurs, chez les jeunes, etc. Quand ils arrivent chez les pros dans un contexte international, on se rend assez vite compte que certains, ça ne va pas suffire pour différents aspects, pour qu'en tout cas ils soient leaders régulièrement ou des grands leaders sur les camps de course. Et donc, ils ont plutôt, en tout cas c'est mon point de vue et je ne pense pas trop me tromper, intérêt à comprendre que leur rôle parfois sera plutôt celui d'un équipier avec des rôles très définis où il sait que il va faire, enfin, son comportement en course fera qu'il ne pourra pas du tout jouer la gagne, mais il va perdre beaucoup de temps à un moment donné. Et donc, ouais, clairement, là où tu as raison, c'est qu'à la fois ça se prépare nous, staff versus eux, mais aussi eux entre eux. Voilà, si tu as un leader qui n'est pas capable d'emmener des coéquipiers derrière lui, et inversement, tu vois, dans une sélection, ça va te faire sourire, hein, mais c'est un peu l'image Aimé Jacquet, Didier Deschamps. On a des gars qui sont aussi importants pour le groupe. Parce que pour les gens qui rêvent de haute performance, peut-être qu'ils vont dire ah non, mais je ne comprends pas, mais toujours est-il qu'en troisième semaine de tour, si tu n'as que des mecs qui font la gueule et qui sont chiants, tu pètes un câble. Et du coup, tu as besoin de mecs qui amènent des choses positives, qui remotivent les mecs, qui leur mettent des coups de pied au cul aussi, et qui soient leaders par la parole. Alors, on sonne chez moi, Thomas. Je pense que c'est un colis. Va le chercher si tu veux, il n'y a pas de... J'arrive. Y a pas de problème, on coupera après. Donc les amis, pendant qu'Anel est parti chercher son colis, faire une petite pause étirement, moi personnellement, et en même temps, je vais vous rappeler que à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, il y a toujours de disponibles sur notre site pour tous les professionnels qui nous écoutent, que vous soyez kiné ou coach sportif, nos formations pro, je vous invite vraiment, vraiment à aller faire un tour dessus. Il n'y a plus beaucoup de dispo pour 2022. On va bientôt, je dis bientôt, mais normalement, ça devrait être début octobre, début novembre peut-être, balancer les dates pour 2023. Franchement, profitez-en. Je profitais que Canel soit pas là, il est déjà revenu, mais profitez-en pour aller faire un tour là-dessus. Et renseignez-vous sur ce qu'on propose. Franchement, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et je vous incite vraiment, vraiment à faire le point là-dessus. Donc, prenez ce temps-là. N'oubliez pas que se former, c'est vraiment la clé pour être meilleur soi-même et pour mieux transférer les choses sur le reste. Anna, elle est revenue, le colis était rapide. Ouais, j'ai couru. Ah bah, ça sert à ça de faire du sport, tu vois. Dans les Putain. moments de la vie de tous les jours, ça se Et transfère. Je rebondis sur ce que tu disais. Tu vois, moi, j'ai eu vu qu'on est en Bretagne, j'ai eu des mecs d'Arkea Samsic en ouais. soins. Alors, j'ai pas eu Quintana, mais j'ai eu des mecs de l'équipe qui avaient fait le tour, etc. J'ai l'impression que c'est un sport, quand tu es équipier modèle un peu, qui est vraiment. Tous les sports sont ingrats, mais là, vraiment fortement ingrat dans le sens où à moitié personne te connaît. Les salaires, c'est absolument pas les mêmes entre le leader et l'équipier, mais c'est normal, mais voilà, il y a quand même des grosses, grosses différences de fou. Et c'est dur, quoi. Et tu sais très bien que tu n'arriveras jamais. Enfin, sauf si tu as un potentiel exceptionnel et qu'on le détecte dès le départ. Mais une fois que tu es équipier modèle, ça va être très compliqué de passer leader dans cette équipe. Ou alors, il faut vraiment que tu sois très chaud et que tu bouscules un peu les codes. Je sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être un point de vue qui est juste extérieur, mais j'ai l'impression que c'est très, très ingrat de ce côté-là, humainement parlant. Ouais, je pense que t'as pas tort. Et je pense que c'est pour ça que aussi c'est important que les gens qui soient autour de ces équipiers déjà soient des bonnes personnes. Je vais pas parler au nom d'Arca, je les connais pas suffisamment et ce serait malsain de ma part. Mais je pense que on respecte pas les équipiers de la même façon dans toutes les équipes. Là, je parle pas d'Arca, hein, évidemment. Mais ce que je te dis est un fait. Je pense que dans certaines équipes, soit le staff, soit les coureurs, soit les deux, n'ont pas suffisamment les respecter pour ce qu'ils apportent. Et typiquement, alors je parle dans ce que je connais dans mon équipe. Et tu vois, Jérôme Pinault, du coup, notre manager, euh, il s'est toujours attaché à ce que ceux qui apportent une plus-value dans le rôle d'équipier soient récompensés financièrement.
dans leur salaire de base, hein, dans le salaire mensuel, hein, pas dans des primes. Hein. C'est pas si tu es un bon équipier, tu auras une prime. Et du coup, tu te retrouves, mine de rien, avec des mecs qui ont un rôle d'équipier, de très bon équipier, hein, vraiment l'équipier qui va aller sur les grosses courses, qui ont des salaires quand même pas si ridicules que ça. Et je suis pas certain, je pense pas me tromper, qu'ils auraient un salaire plus élevé s'ils roulaient pour leur pomme dans une équipe un petit peu moins forte. Donc encore une fois, je pense que c'est du management. Hein. Donc, est-ce que ton manager, il est bon là-dedans ou pas? Et la même chose vaut pour les leaders aussi. Je sais que, par expérience que tu as certains leaders qui, quand ils ont des équipiers qui les font gagner, vont donner toutes leurs primes aux équipiers parce qu'ils savent que leur victoire leur apportera plus par ailleurs. Et une fois que tu fais ça, à un moment donné, encore une fois, c'est du management. Si tu fais ça, il y a de grandes chances que le mec il va être ton équipier sur toutes les courses et qu'il va se tuer pour toi. Et du coup, quand tu parlais de rôle ingrat, bah, ce côté se tuer pour toi, c'est très ingrat. Par contre, je pense que quand c'est bien géré par tout le monde, bah, finalement, tu kiffes ton job parce que tu te dis putain, il a gagné grâce à moi. Et en plus, je rentre à la maison, je gagne plutôt bien ma vie. Les mecs me félicitent, pardon, je suis fatigué, me responsabilisent. Et puis, du coup, comme dans chaque job et dans chaque entreprise, je pense, bah, tu n'as pas juste ce rôle de vas-y, fais ta routine et puis on te laisse dans un coin. Ça, Tu vois, c'est un peu beau, ce ça. côté secrétaire de base qui traite des dossiers toute la journée, alors qu'en fait, si elle ne traite pas les dossiers, la boîte, elle ne tourne pas, tu vois. Ouais, c'est bien, mais ça, c'est une belle mentalité, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça bien. Est-ce que tu as le droit de dire des noms? Parce que ça m'intéresse. Qui fait ça? Quel leader fait ça? Quel leader fait ça? Ouais. Bah, je sais que là, pour le coup, je ne l'ai pas connu, hein, mais je sais que Chris Froome faisait ça à sa belle époque. Parce que maintenant, je Mhm. pense qu'il y a des primes, il n'en a plus beaucoup. Il n'en a plus d'ailleurs, je Ah, pense. bon, je pense qu'il a de quoi être Ouais, puis tranquille, son mais. salaire chez Israël est vraiment très solide, donc je pense que c'est pas un problème pour lui. Mhm. Mais tu vois, chez nous, un mec comme Ryan Coquard le faisait avec les mecs de son train. Ok. Et tu vois, quand tu parlais de rôle ingrat, mine de rien, quand tu es dans le train d'un sprinter, tu joues un peu avec ta vie quand même. Je ne sais pas si les gens C'est s'en vrai. rendent compte derrière leur télé, mais Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai. vraiment vrai. Tu prends des risques. Enfin, tu vois, quand tu me disais, Annette, tu fais encore du vélo. Ce qui fait que j'ai de moins envie de faire du vélo, c'est ce côté sécurité. Déjà dans un peloton, tu vois, sur mes dernières années de duathlon, à la fin, je me disais, mais pourquoi je prends ces risques alors que ça n'apportera rien de faire un top 20 ou un top 30 en D1 de duathlon à ma vie. Quand tu vois un mec qui est sur la chaussée qui s'est pété des je ne sais quoi dans le. Enfin bref, je ne vais pas redonner des exemples. Et encore chez nous cette année, tu vois, première course de la saison, Franck Bonamour, il tape un mur à 80 à l'heure. Un mois après, Cyril Barth, il se fait tamponner par une voiture en pleine course. Et les deux, ils ne sont pas passés loin, tu vois. Donc bref, et du coup, t'imagines, le mec qui est dans un train de sprinter, on lui dit, bah, mon gars, tu as 70 à l'heure et tu dois être celui qui freine en dernier. Donc potentiellement, tu Chaud. vas épouser le Ouais. bitume avec 200 mecs derrière toi. Mhm. Du coup, je pense que même si tu fais pas ça pour l'argent, savoir que le mec, il est un mec comme Brian, il est reconnaissant pour ce que tu lui fais, c'est cool, quoi. C'est sûr. Dernière question sportive. Quel est ton pronostic pour le Tour cette année? Ça, je l'avais pas vu venir, celle-là. Putain, quel est mon pronostic pour le tour? Waouh. Les Jumbo, ils m'ont l'air bien costauds quand même, là, sortis du Dauphiné. Euh, C'est vrai qu'ils sont solides. Là, le Tour de Suisse est attaqué, donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ouais, moi j'aime pas trop ce tour. Je trouve un peu chiant le Tour de Suisse, moi, perso. Ouais, mais comme c'est très montagneux, ça t'indique quand même comment sont les mecs, en plus, c'est Ouais. en montagne. Je trouve qu'il manque trop de monde dessus pour Et que ce soit transférable. Je sais pas ce que je veux dire. écoute, honnêtement, C'est vrai que les euh, deux, enfin les trois du coup leaders de Jumbo, ils sont chauds. Je ouais, sais pas ouais, ils comment sont ça va chauds. cohabiter entre. Bon, après, je pense pas que Van Aert puisse gagner le tour, mais écoute, moi personnellement, je sais que beaucoup ont des idées sur lui et je n'ai jamais travaillé avec lui, donc je peux pas affirmer les choses. Mais Primoz Roglic, en fait, tu sais, on allait souvent en Sierra Nevada avant avec Loli, tu sais, je t'en avais déjà beaucoup Hmm. parlé. Et en fait, au début de sa carrière cycliste, il y allait énormément. Il y va encore, hein, mais à l'époque, c'était n'importe quoi. À tel point quand il avait un salaire minable la première année, il avait emprunté de l'argent pour pouvoir s'entraîner en altitude et essayer de tout maximiser.
Et moi, je l'ai vu s'entraîner pendant 4 ans, 3 à 4 mois de l'année. On était ensemble au même endroit. Et wow, sur la capacité de travail et d'investissement au quotidien, c'est un truc de malade. Et c'est un mec, sur le tour, il a tellement la guigne que je trouve que ça serait une belle récompense pour lui, même si beaucoup parlent, enfin certains parlent sur lui. Moi, écoute, il n'y a jamais rien qui m'a choqué. Donc écoute, je trouve que ça serait cool pour lui. Puis c'est un bon gars. Quand je l'ai croisé à chaque fois, hyper humble, hyper gentil, hyper ouvert. Donc ce serait cool pour lui. Il a des sacrés coéquipiers, lui, pour le coup. Ouais, bah, c'est les grosses équipes, hein, grosses équipes, gros moyens. C'est sûr. Je C'est pense qu'il sûr, serait c'est leader sûr. chez nous la plupart. Oui, c'est possible. Ok. Pour finir, Anaël, je vais avoir des petites questions, enfin une petite question qui va être un peu plus globale. Qu'est-ce qui t'anime dans l'activité que tu as au sein vraiment enfin, aux côtés des athlètes? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans d'un point de vue plutôt humain? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Pourquoi tu fais ça en réalité? Bah écoute, ça a évolué avec le temps. Moi, au tout début, c'était vraiment ce côté haute performance. On veut être les meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. Et puis quand tu parles d'humain, je me suis rendu compte qu'en fait, avec les années, même si c'est ça mon quotidien, c'était pas forcément ça qui faisait que je m'épanouissais. Enfin, c'est pas que je m'épanouissais pas avec ça, mais comment dire ça? Ce qui fait que ça m'anime au quotidien, c'est ce que tu viens de dire, c'est déjà le côté histoire, émotion, relations humaines. Tu vois, il y a quelqu'un qui me posait la question récemment qui était, bah, tu vois, quand tu dis il y a beaucoup de gens qui rêvent de ce job, qui était beaucoup sur ce côté, il y a le côté expertise, tu dois apporter plein de choses, tu es un grand expert, machin truc. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job? Et en fait, ma première réponse, ça avait été, bah, ce que je kiffe le plus, en fait, c'est de réussir à construire des choses avec des humains. Et du coup, ce côté relation humaine, pour réussir à la fois à, à mettre en place des choses qui ne seraient pas forcément acceptées dans un premier temps. Et du coup, tout ça finalement repose sur ce qu'on construit humainement avec eux, à la fois pour que ce soit accepté, pour qu'ils deviennent autonomes, et puis bah, que finalement aussi, tu ne sois pas juste tu vois, une roue du carrosse qui va tendre un bidon à la fin d'une étape ou de je ne sais quoi. Honnêtement, si mon job c'était ça, je pense que j'aurais déjà arrêté. Les premières années, c'est cool, hein, tu es sur un grand championnat, tu donnes la bouteille à une fille qui vient d'être championne du monde, bah, tu kiffes. Mais en vérité, enfin, en tout cas, moi, je kifferais pas ça sur le long terme. Et du coup, bah, tout ce que tu construis avec eux, très clairement. Et puis, le fait qu'ils te le rendent bien quand c'est des gens bien. Donc, moi, je m'attache beaucoup à ça, en tout cas, personnellement. Il y a des choses dans les gens qui m'entourent qui m'ont fait accélérer là-dessus, en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, qui a été de me dire, essaye de faire en sorte, Anaël, que les gens avec qui tu travailles soient des gens bien, des gens avec qui tu vas apprécier de travailler, des gens avec qui bah, tu serais content de parler, même si on ne parlait pas boulot, tu vois. Et parce qu'en fait, bah, tu l'as dit, nos jobs, ils sont prenants, ils sont parfois stressants. Et du coup, bah, moi, j'ai envie de kiffer le quotidien. Et du coup, des gens aussi avec qui on va pouvoir construire des choses. Donc, tu vois, je ne vais pas citer de structure, etc. Mais du coup, très honnêtement, je ne dis pas oui à des structures où je perçois que potentiellement, bah, soit je vais gagner de l'argent, soit ça va être bien pour mon CV. Par contre, je vais vite déchanter, tu vois. Et si je dois faire ça pour ça, en tout cas, moi, c'est pas possible parce que je vais devenir inefficace, je vais être chiant à la maison et ça va vite mal se passer. Et du coup, moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc, je m'attache beaucoup à ça. Parfait, parfait, mais je pense que voilà, les gens vont se reconnaître là-dedans de toute façon. Et puis, de toute façon, à ton niveau, prends-le comme, comme il se doit, mais tu n'as plus besoin d'avoir un CV à rallonge. Ça ne change pas grand-chose, je pense, dans ce que tu peux décrocher après. Je sais pas si je me trompe, mais je suis pas sûr que chez toi, ça change grand-chose, quoi. Bah, écoute, en ce moment, enfin, sur ces dernières années, je pense pas. Après, l'avenir nous le dira. Après, même sans ça,
tu vois, j'ai jamais accepté un job en me disant, voilà, ça c'est important pour mon image, pour mon truc, pour machin. Et quand je te disais tout à l'heure en intro, ouais, en ce moment c'est ça. Est-ce que à l'avenir ce sera que ça à ma vie? Je suis pas sûr parce que finalement, même si on a surtout parlé de certains sujets, bah, tu sais très bien que j'ai pas qu'une casquette et potentiellement dans un avenir proche j'en ai encore d'autres où finalement je suis plus ou moins loin du sport, de la haute performance, mais je me ferme pas à un métier. Et du coup, je m'attache beaucoup plus à est-ce que le projet me plaît, est-ce que les gens me plaisent, est-ce qu'on va pouvoir faire des trucs cool, et est-ce que je vais kiffer? Parce que moi, ce que je kiffe, c'est à la fois qu'il y ait du challenge, à la fois qu'on charbonne, entre guillemets. Par contre, pas charbonner pour charbonner, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, que ça te fasse évoluer humainement et que ce soit une vraie aventure, quoi. Ça, c'est cool. Enfin, je pense Carrément. que c'est carrément important. Au Canel, ça fait wow, quasi 1 heure et demie là qu'on parle. Putain. Ça passe vite, hein, comme d'habitude, évidemment. On va finir par le classique Ouh là là. sur le TT Podcast. Tu connais, tu les Je as connais, mais je suis quasi pas tous prêt. écoutés. Si t'es prêt, t'inquiète. Euh, je vais te citer une liste de valeurs qui te définissent, qui sont importantes pour toi, qui te procurent quelque chose quand tu y penses et qui sont des lettres directrices dans ta vie pro et perso, parce que souvent ça coïncide. Et tu vas devoir m'en choisir 3 et me les définir selon toi. Ok? T'es prêt? J'ai pris une feuille et un crayon. Vas-y, parfait. Allez, let's go. Je vais pas toutes te les dire, évidemment, je vais déjà les pré-choisir, mais on va faire ça assez rapidement, t'inquiète. Allez, c'est parti. Ambition, amour, argent, audace, authenticité, autodérision, bienveillance, combativité, créativité, efficacité, équité, esprit d'équipe. Ça, je vais te le mettre. Je le mets pas à grand monde. Je sais pas si tu vas le choisir, mais je te le mets. Excellence, exemplarité, famille, fiabilité, franchise, générosité, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, responsabilité, santé, tolérance, travail et le dernier, volonté. Qu'est-ce que tu me choisis parmi Waouh. ces une petite vingtaine? Je sais que c'est pas facile. Comment ils font les autres, sincèrement? Tu as des gens qui réfléchissent très longtemps, ils ont du mal, et il y en a, c'est tac tac direct. Bah, j'en ai noté, hein, j'en ai noté, mais déjà, ce qui est dur, c'est de suivre. Bon, bref, écoute, Ouais, je sais. j'en ai Mais en fait, noté un il peu y en a plus qui que vont plus te trois, percuter mais que d'autres, en fait, ouais, ouais, carrément. J'en ai noté un peu plus que trois, mais je pense qu'il y en a qui se qui se recoupent. recollent Mm. carrément. Euh, Tu vois, et par exemple, j'ai noté, tu vois, là, je t'en sors trois directs, mais pour moi, les trois, ils vont vraiment ensemble. Le côté équilibre, famille, fidélité, pour moi, il est hyper important. Ça va faire hyper bidon ce que je vais te dire, Pas du mais tout. tu vois, j'ai une anecdote qui me vient en tête. Quand j'ai soutenu ma thèse à l'INSEP avec Yann et des gros pontes que m'avait sélectionné Yann, remerciement, première personne que je remercie, c'est ma belle-mère. Et du coup, tout le monde me regarde et ils sont tous venus me voir, mais pourquoi tu remercies ta belle-mère? Et tu vois, l'anecdote veut que, comment, bah, du coup, rythme de Yann, fallait suivre. Tu te lèves à 5 heures, tu rentres à 23 heures tous les jours, pas de vacances, pas de week-end. Et ma belle-mère, qui est d'origine kabyle, qui a le cœur sur la main, bah, tous les soirs, elle m'appelait à 19 heures. Allez, je t'ai préparé à manger, tu passes à la maison, tu viens, tu prends, machin. Et honnêtement, tu vois, c'est des valeurs qui me sont propres. C'est que ce soit les personnes proches de ma famille ou mes amis proches, et je pense en avoir pas des tonnes, c'est honnêtement ce qui fait que je m'éclate aussi dans ma vie pro. Je pense honnêtement que si j'avais que le taf, je kifferais pas. Et tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, cette capacité à savoir décrocher et à décrocher utile. Donc, je pense qu'avec eux, ça le fait grave. Et du coup, bah, dans ce côté famille, fidélité, je t'ai parlé des proches, amis, famille, mais j'englobe aussi bah, des rencontres que j'ai pu faire dans chacune de mes structures, où à chaque fois, j'ai gardé de mes proches collaborateurs des gens, enfin, tu vois, c'est la famille, quoi, c'est des frères.
Et je sais que je peux compter sur eux et inversement. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que, tu vois, quand on se disait tout à l'heure, ouais, j'ai différentes propositions, etc., bah, c'est que ce sont des gens, c'est du bon réseau. Ils vont pas me recommander juste parce que je suis un pote, ils vont me recommander parce que j'ai fait mes preuves auprès d'eux et qu'ils connaissent ma fiabilité et ça, c'est cool. Ça, c'était le premier. Le deuxième, je t'ai mis, bah, allez, je t'en mets un deuxième, je te mets bienveillance. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interdire de se dire les choses. Je sais que tous les deux, tu vois, récemment, sur un sujet, on s'est dit les choses, ça concerne les transferts. Et moi, je suis hyper content que tu aies été honnête avec moi. Par contre, on fait ça de façon bienveillante, tu vois. Bien Et ça, sûr. c'est important pour moi avec tous mes collaborateurs ou ma famille ou mes amis. C'est que je pense que ceux qui sont dans ton quotidien, voilà, tranquille, les gars. Tu vois, tu m'as beaucoup parlé de sport, de haute performance. Je sais que les gens de l'extérieur, tu vois, ils ont toujours ce côté wow, où c'est brillant, c'est les podiums, c'est machin. Mais les gars, tranquille, c'est que du sport. Si on parle de transfert ou de training thérapie, c'est que du business. Alors évidemment, si le business il rapporte de l'argent, c'est mieux. Mais tranquille, tu vois, à la fois, on n'est pas, tu vois, il se passe des choses dans le monde qui font que je pense faut être cool, respecter les gens, même ceux qui ne nous respectent pas, je pense, bien au contraire, ne méritent pas qu'on perde du temps. Et puis, bah, soyons bienveillants avec les gens cool. Et puis les autres, basta. Je t'en ai fait deux. Je t'en ai fait deux et il m'en reste quatre. Comment on va faire? Il m'en reste quatre. Bah, écoute, je vais te choisir pédagogie. Je t'avais mis audace, esprit d'équipe et travail avec. Mais bon, l'audace, on en a déjà parlé. L'esprit d'équipe aussi. Le travail, je pense que de toute façon, tu en parles dans tous tes podcasts. Donc, d'autres le feront pour moi. Et écoute, le côté pédagogie, bah, tout à l'heure, quand tu demandais ce qu'est un sport scientist, bah, tu vois, j'ai eu la chance d'être biberonné à Yann Lemeur pendant 5 ans. Tu vois, les infographies, je ne sais pas si je te j'ai raconté l'anecdote, hein, mais ça a démarré en prenant les diapos des cours qu'on donnait, que tu connais très bien, Thomas. Et on a commencé comme ça avec Yann, et puis bah, moi, j'étais son thésard, et il a enchaîné ça de façon à la fois réseaux sociaux et business. Mais en fait, c'est que je pense que des fois, il vaut peut-être mieux avoir un petit peu moins de connaissances. Par contre, être en capacité que les gens t'écoutent, que tu sois audible, qu'ils adhèrent à ce que tu dis, qu'ils soient en capacité de te poser des questions, de te répondre. Et je pense que c'est plutôt ce que tu as connu avec la majorité des profs que tu avais eu à transfert à l'époque. C'est que je m'attache, moi, et dans les gens avec qui je travaille, à être avec des gens qui sont en capacité d'être écoutés de notre public et tout type de public. Donc, tu vois, typiquement, les articles PAP, c'est pour les runners, monsieur tout le monde, qui vont faire 50 minutes au 10 bornes, jusqu'à du coup un Pierre-Ambroise Boss qui a couru une 42-800. Donc, c'est pas exactement la même pédagogie, évidemment, la vulgarisation. Pourtant, il n'y en a aucun qui va lire, je pense, un article scientifique dans sa vie, ou alors ce sera vraiment exceptionnel. Et pourtant, mon quotidien, c'est de leur parler de science sans leur parler de science. Donc je pense que c'est pareil, c'est des choses qui ne t'apprends pas à l'école. Je pense que tu as la fibre un peu ou pas, et puis bah, tu la travailles. Tu vois, je commençais à écouter le podcast d'Aurélien hier. Je pense que c'est un peu ça aussi. Hein, c'est qu'à force d'écrire, à force de se confronter avec les gens, à force de rencontrer des gens aussi qui savent faire ça, bah, tu progresses. Et je pense que c'est là où vous aussi, vous êtes très bon. C'est que, je sais pas, quand vous faites vos stories, vos TikTok, comment dire, vous inventez rien et pour autant, les gens qui regardent, ils comprennent. Et c'est ça le plus important. Ça, c'est sûr qu'on n'invente rien. Ouais, vous Ça, inventez c'est rien, mais certain. pourtant, dis-toi que la majorité des choses que vous montrez, des gens qui maîtrisent ces sujets pourraient dire non, mais ça, les gars, ça fait 15 ans qu'on le sait. Et pour autant, est-ce que les gens le font depuis 15 ans? Bah, je ne crois pas. Sinon, vous n'auriez pas autant de succès. Et c'est intéressant de terminer là-dessus parce que tu vois, la pédagogie, c'est une valeur qui est extrêmement importante, je pense, pour tous les gens qui ont des connaissances à transmettre de toute façon, parce que tu peux être très bon sur un sujet, mais être un très mauvais pédagogue et du coup, bah, ça se transfère pas très bien. Ce qui est important, c'est vraiment quand quelqu'un arrive à rendre quelque chose de complexe, simple à comprendre, c'est qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Et c'est là où c'est intéressant, dans le sens où
Tu peux faire des articles scientifiques de ton côté parce que voilà, c'est quelque chose que tu maîtrises, etc. Mais tu peux aussi vulgariser le truc pour le coureur du dimanche. Alors, qui fait 10 bornes en 50 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, ça va, hein, ça le fait. Moi, je ne critique pas. Et le rendre réel et pas si éloigné de la réalité scientifique que ça. Et c'est ça qui est important, je pense, dans le monde actuel où voilà, la connaissance elle est disponible partout. Avec Internet, Internet 3.0 maintenant, ça va extrêmement vite. Vous pouvez apprendre plein de choses partout, mais il y a beaucoup de bêtises et souvent quand c'est trop complexe, moi j'appelle ça un peu de la branlette intellectuelle, c'est pas vraiment la réalité. C'est des gens qui ont du mal à transmettre ce qu'ils connaissent, ce qui est excellent, hein, sûrement excellent, mais à transmettre les choses pour un public qui est un petit peu moins averti. Et du coup, ça montre qu'ils ne maîtrisent pas vraiment à fond leur sujet. Donc, merci pour tous ces travaux-là. Déjà, ça, c'est cool. Et puis, voilà, c'est ce que tu essayes de faire dans les formations chez Transfert, qui sont assez hétérogènes d'un point de vue je vais dire étudiants, mais c'est pas des étudiants, enfin participants aux formations. Et du coup, c'est un petit Ouais, peu stagiaire. compliqué. Ouais, voilà, stagiaire. Si je me mets à ta place, c'est toujours compliqué de s'adresser à une audience qui n'a pas forcément les mêmes connaissances dans chaque individualité. Et c'est quelque chose que tu fais très bien. Donc voilà, c'est un point quand même important à souligner. Ouais, écoute, tu as complètement raison. Et pour le coup, tu vois, quand je te parlais de la transition de fin d'études, taf, moi, quand je sortais de master et que je commençais avec Yann, mes premières présentations, mes premiers articles, tu vois, j'étais persuadé de maîtriser le truc, sauf qu'en fait, bah, déjà, tu sais comme moi que tu trouveras toujours quelqu'un qui maîtrise mieux que toi quelque chose. Et pour autant, bah, Yann me disait qu'en fait, j'étais pas audible, j'étais pas crédible, et surtout, les entraîneurs et les athlètes, ils allaient décrocher au bout de 2 secondes parce que je mettais des trucs qui servent à rien, parce que je faisais des phrases qui étaient ridicules. Et ton exemple est très bon, c'est que lui, à l'époque, m'avait dit, bah, en fait, Anaël, je veux que maintenant, toutes tes presse, tous tes articles, tant que ta mère, ta femme, ton pote ne les comprennent pas, en fait, c'est que tu ne maîtrises pas. Et au début, je ne comprenais pas quand il disait ça. Je me disais, ouais, mais attends, mais ma mère, elle va rien comprendre, quoi. Et oui, effectivement, elle ne comprenait rien. Et je pense que maintenant, j'ai plutôt la capacité à ce qu'elle comprenne ce que je fais, dans quoi je travaille et ce que je fais. Et là où tu avais raison aussi, c'est que bien qu'on va essayer de tout maximiser sur du haut niveau, en tout cas ce qu'on essaye de maximiser, les articles Le Pape pour Monsieur Tout le Monde que je fais, de toi à moi, je raconte la même chose que quand j'allais dans mon équipe de vélo ou avec Pierre-Ambroise ou d'autres choses que j'ai pu faire avant. Simplement, évidemment, on va essayer de pousser un petit peu plus le truc dans le temps, mais pour autant, je dis les mêmes choses. Et d'ailleurs, souvent, je fais des transitions entre les deux. Très souvent, je vais me servir d'un article enfin, je vais me servir d'une revue de littérature que je fais sur un sujet qui est important pour moi. Et j'en fais un article pape pour Monsieur Tout le Monde, que ça se trouve, la veille ou le lendemain, je vais en parler à un mec qui vit une étape au Dauphiné, tu vois. Bah, c'est ça qui est intéressant. Voilà, encore une fois, c'est du transfert de connaissances et c'est de la bienveillance dans le sens où tu t'adaptes à la personne et le but, c'est vraiment de lui apporter quelque chose qui sera un plus pour lui ou pour elle. Et pour moi, c'est ça la bienveillance plus que juste être gentil avec tout le monde, la définition que pas mal de gens ont. Donc ça se recoupe dans toutes ces valeurs, c'est super intéressant. Merci Anaël pour tout ça, c'était cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche? Bon, écoute, comme tout le monde, hein, les réseaux sociaux, tous ceux qui existent, hein, je crois. Est-ce que tu connais Euh, ton nom Instagram? Ça doit être Aubry Anel, parce que suivant les réseaux, c'est un peu différent. Mais bon, vous tapez Anel Aubry, Aubry Anel, vous me trouvez forcément. Je t'avoue que j'y passe moins de temps que toi, et en plus, c'est même plus moi qui m'en occupe, parce que pas le temps et pas aussi bon que toi. Mais bon, si vous m'écrivez en message privé, j'aurai quand même la notif. Donc, le mieux, c'est les réseaux sociaux, plus que mon adresse mail qui est plutôt pro. Donc, honnêtement, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours plaisir à partager avec des gens passionnés, quel que soit votre job ou votre profil. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis voilà. Et puis, dans l'idée, je vais continuer à vulgariser des choses. Donc, si vous êtes plutôt dans des sports, type sport d'endurance, bah, avec plaisir. Je ne gagnerai pas plus d'argent. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour suivre ce que je fais.
C'est un beau mot de la fin. Voilà, je vous invite vraiment à aller suivre Anaël. Il partage des trucs sympas des fois avec ses athlètes et tout. Donc, c'est cool. Et puis, vous pourrez lui poser des questions. Généralement, tu réponds, je pense. Si c'est pas trop complexe et si c'est pas trop tiré par les cheveux comme question. Les amis, n'oubliez pas de partager le podcast s'il vous a plu. Partagez-le à vos potes pour qu'ils écoutent, qu'ils s'instruisent un petit peu, qu'ils réfléchissent avec nous. Si vous avez kiffé, vous pouvez noter le podcast directement sur toutes les applications de podcast. Mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0 étoiles. C'est pas grave, on accepte la critique, il n'y a aucun problème. Mais essayez de noter, ça nous aide au référencement et forcément, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et du coup d'attirer plus de monde dessus pour que voilà, ce soit toujours plus enrichissant pour vous, que vous soyez en voiture, etc. Vous perdez pas votre temps à écouter des trucs intéressants. Voilà, c'est un peu le but de tout ça, de réussir à communiquer via l'audio avec vous. Donc, merci de nous soutenir, merci de noter tout ça. Et n'oubliez pas d'aller suivre Anaël sur les réseaux et lui poser vos questions si vous avez des questions à lui poser. Anaël, je te souhaite une bonne journée parce que là, on enregistre le matin. J'espère que tu vas pas avoir trop chaud. Non, ça va le faire. Par contre, je prends la route à 17h, ça va être l'enfer. Ouais, compliqué. Moi, je prends le train pour aller à Paris, je donne cours ce week-end. Dur. Ça va être. Ah, ça va, c'est climatisé normalement. Ouais, c'est climatisé. Ça le fait. Quand tu vas à Paris, tu vas prendre le mur. Par contre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça va, j'ai l'habitude, on va dire. Bon, les amis, bonne journée à vous, bonne soirée. Si vous écoutez le soir, le matin, peu importe. N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager et prenez soin de vous. Salut tout le monde. Salut à tous et merci pour ce que vous faites, les gars. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-thérapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.